Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, retour de José Bouillon. Vous l'avez vu dans le titre, hein, je vous le cache pas. Et aujourd'hui, on va revenir, comme d'habitude, parler avec José d'ufologie, des hommes en noir, de tous ces phénomènes finalement paranormaux que vous connaissez toutes et tous. Je sais que vous avez fort apprécié les deux interventions précédentes de José. Je mettrai de toute façon les liens pour les personnes qui n'auraient pas encore découvert José Bouillon à travers de ses interviews. Et donc aujourd'hui, il nous revient, voilà, avec enfin une image correcte. Salut José, comment vas-tu? Impeccable, Alexis, super, et merci de ton invitation une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir. Et puis c'est surtout pour parler aussi de toutes tes recherches. Tu as quand même déjà trois livres alors trois livres, deux livres déjà sortis. On les mettra en lien bien sûr en description. Et surtout un troisième en préparation. Si tu veux, on peut en parler maintenant ou à la fin de l'interview. C'est comme tu désires. Je sais que donc tu as fait le Masque des anges. Alors ce bouquin, tu peux le résumer peut-être un petit peu en trois lignes pour un peu nous le vendre C'est là. surtout une série basée sur mes enquêtes de terrain, donc d'investigation, et j'ai voulu justement y aller crescendo, puisqu'on est bien obligé malheureusement de le faire comme ça. Et puis à un moment donné, comme tu le soulignes, d'ailleurs, j'aimerais revenir tout de suite, parce qu'en fait, cette émission, toujours par souci d'honnêteté, ne s'est pas fait par hasard, cher ami. Et ça, si tu as envie de le dire, tu le dis, parce Ouais, mais qu'on peut. je le dis avec vraiment grand honneur. En fait, voilà, j'ai recontacté José. On se parlait plus depuis un petit temps. Voilà, chacun a sa vie. Voilà, voilà, on n'est pas non plus dans tous les jours en train de se parler non plus. Et c'est pour moi, vous le savez, les rêves c'est important. C'est quelque chose que j'attache beaucoup d'importance. Et Jimmy Guilleux, himself, est venu me parler. Dans le rêve, j'étais à une terrasse, c'est ce que je disais à José en off. Je pense que c'était dans le sud de la France, parce qu'il y avait beaucoup de soleil, et c'était vraiment une ambiance du sud de la France, hein. J'étais à une terrasse, et donc tout d'un coup, ça a été quand même rapide, en fait, hein. Il s'est levé vers moi, il est venu vers moi, et il m'a dit, contacte José. Et puis ça a été fini, hein. La séquence, ça s'est terminé comme ça, hein. José, tu vois, je t'avais dit aussi. Et donc ça a été rapide, mais ça a été clair et net, tu vois, clair et concis, précis. Et donc là, je me suis dit, bon, bah ça, c'est pas un message que je peux laisser passer comme ça. En plus, bon, Jimmy Guilleux, jamais il n'est venu dans mes rêves ou dans mes songes, hein, c'est selon. Et là, franchement, voilà, bon, ça m'a fait aussi quand même beaucoup de bien en même temps, et puis c'est un grand honneur, hein, je dirais, il s'est présenté à moi, voilà. C'est quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer comme d'entre nous, je pense. Et toi, tu as eu l'occasion, ben, justement, de vivre aussi avec lui, pas de vivre aussi quand même d'évoluer avec lui aussi. Il t'a beaucoup appris, hein. Toi, tu l'as connu relativement tôt, adolescent, je pense. Et, euh, et donc voilà, donc José, c'est pour ça aussi le lien avec Jimmy Guilleux, il est quand même assez fort parce que c'est pas anodin, quoi. Et toi, en plus, tu as eu des signes avec Jimmy cette année, hein. Oui, et donc, je voulais que tu le soulignes, non pas parce que, voilà, mais je trouvais ça vraiment étonnant, ce qui fait suite d'ailleurs à cette émission. Et comme tu le soulignes, on a chacun, par exemple, moi, je suis en ce moment en Thaïlande, hein, comme je te l'avais expliqué. Et donc, le côté peut-être soleil de ton rêve plus ou moins prémonitoire, puisque on va faire une émission ensemble. Donc, je me suis dit, non, c'est quand même, parce que il faut dire une chose aussi, c'est vrai que j'ai l'impression que, c'est même pas l'impression d'ailleurs, c'est que pour reprendre les travaux de Jimmy, et comme tu le soulignes depuis 1995, d'avoir créé justement le thème dark ufologie, hein, c'est vrai, et je me rends compte que des anecdotes comme ça, et je te l'avais dit, il m'en arrive souvent. Et ça, j'ai trouvé ça étonnant. Et tout de suite, donc, j'ai dit, tiens, ben, il faut pas passer à côté de ça, il faut faire une émission, parce que je trouvais que j'allais dire, un signe, si on peut l'interpréter comme ça, c'est vrai, si c'en est un, il faut pas laisser à côté, quoi, quelque part. Et donc, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Non, donc vraiment, voilà, merci à lui, hein, en tout cas. Et je suis certain qu'il nous entend quelque part. On en avait déjà parlé justement dans les précédentes émissions. Certain que Jimmy est quelque part là, il avait une force de caractère. C'était quelqu'un qui, justement, j'en parlais avec un ami juste avant. Comme il l'a très bien dit d'ailleurs, il ne se démontait jamais dans les interviews, jamais à la télévision. Il était toujours aligné
droit avec ce qu'il avait à dire, tout simplement, à partager. Et voilà, et sans chape de plomb, comme certains peuvent le faire encore actuellement. Et voilà, c'est pour ça que je crois que c'est un personnage quand même fort et haut en couleur, qui nous manque en tout cas, enfin moi en tout cas, il me manque énormément, voilà, pour ne pas l'avoir connu, pour ne l'avoir connu que à travers finalement ses cassettes, ses livres. C'est quelqu'un qui me semble connaître, voilà. Bon, bref. Donc aujourd'hui, on va effectivement revenir un petit peu sur tes récentes recherches. Là, effectivement, en Thaïlande, tu n'es pas en Thaïlande pour rien, tu es en Thaïlande parce que tu as également quelques enquêtes, tu vas peut-être nous en parler tout à l'heure. Et alors, effectivement, l'autre jour, quand on s'est parlé un petit peu, voilà, en off, ben, on a parlé entre autres, notamment des fameux souvenirs. Je sais pas si tu veux en parler maintenant, hein, moi je crois que je prends plic-ploc comme ça, tu sais bien, il n'y a pas de. Et on avait parlé effectivement de ces fameux souvenirs qui sont effacés. Alors on le sait très bien, on nous balance des trucs depuis le ciel, mais il n'y a pas que ça. Il y a apparemment... alors quand je dis les pensées, c'est la mémoire, quoi. C'est carrément des pans de ta vie ou des pans d'une journée qui disparaissent, quoi. Complètement, et c'est complètement ça. On en a discuté, et c'est vrai que tout de suite, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le sens où, alors, ça peut être aussi une théorie, quelque part, qui peut être lancée, mais ça laisse quand même songeur, dans le sens où, c'est vrai que combien de fois ça nous arrivait, par exemple, de me dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai mangé hier midi, par exemple, connerie, tu vois, bon. Et puis, des choses comme ça qui sont, j'allais dire, banales dans la vie courante, mais qui peuvent être régulières à un moment donné. Et je me suis dit, pendant un moment, c'est quand même bizarre ça. Parce que on peut rester des mois complets à savoir exactement ce qu'on a mangé le midi. Et il y a un jour, tu sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, tu te rappelles plus ce que tu as mangé le midi. Ça paraît con hein, quand je le dis comme ça. Et si tu essayes de faire une petite analyse de ta journée, tu te rends compte que en fait, il y a un un petit moment de ta vie qui a disparu là. Tu vois? Mais vraiment. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Et c'est quelque chose, mine de rien, ça paraît pas de le dire comme ça, parce que ça paraît un peu facile, mais qu'on retrouve aussi en ufologie, en dark ufologie. Ça, on le retrouve, ça. Tu vois? Par rapport au phénomène de temps manquant, évidemment, tout le monde le sait. Mais euh, il y a des prémices quand même. Alors, je vais dire, bon, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est un petit peu bateau, mais non, parce que je vous invite d'ailleurs à le faire à un moment donné. Il y a des journées particulières dans l'année où on ne sait plus exactement ce qu'on a fait, ni ce qu'on a mangé, ni ce qu'on a fait. Alors, ça dure pas évidemment 6 heures, mais il y a toujours, il y a un laps de temps de 2 heures qui disparaît. Et ça, je l'ai remarqué. Ça. Et c'est pas normal, tu vois, parce que ça laisse quand même subodoré. Et ces 2 heures-là qui sont vraiment perdues, on le retrouve régulièrement chez des personnes abductées, contactées, expérienceurs, ou des choses comme ça. Et c'est étonnant, hein. Bon, ça c'est quelque chose on a relevé ensemble, on en parle comme ça vite fait, hein. Mais c'est quelque chose que moi aussi j'ai retrouvé aussi dans mes enquêtes de terrain, et aussi en expérience dans la vie. Et donc, pour parler du bouquin, donc le premier qui est sorti, Le Masque des Anges, alors, il y a plusieurs paragraphes évidemment, il y a plusieurs chapitres, et notamment, j'avais envie de parler avec vous, avec toi ce soir, du dernier chapitre, c'est-à-dire le dernier que j'ai noté, Homme en noir et dark ufologie. Et vraiment, parce que c'est ça. Il y a un moment donné, c'est-à-dire que je vais vous le faire de but en blanc. Donc c'est mon expérience personnelle, je vous la partage. Elle est dans le bouquin, maintenant on en fait ce qu'on en veut, mais bon, je vous laisse songer avec ce que je viens de dire, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, j'ai fait des enquêtes, donc du côté, je vais en parler à un ami, en Brocéliande. Tout le monde le sait, j'ai fait notamment, si tu t'en rappelles, dans Top Secret Magazine, de notre ami Rock, on fait un petit coucou, donc dans le 86, 89 de souvenirs, la créature de Brocéliande, espèce de créature, on ne sait pas ce que c'est, un chien, comme un cochon, qui tombe d'un ovni et qui est filmé. Ah ben ça, oui, je peux le prouver, parce que ça a été quand même filmé, cette chose, mine de rien. Bon, bref. Et donc, je vais pour continuer cette enquête-là, et je me rapproche avec une de mes sœurs, et je lui dis, tiens, ça serait bien que pendant 1 an et demi, 2 ans, on se rapproche de Brocéliande, et on fait une petite location, et pourquoi pas, tiens, étudier plus en profondeur, parce que le sujet est quand même intéressant. En Brocéliande, il faut savoir quand même qu'on a une base militaire qui s'appelle quand même Saint-Cyr-Couët-Quidan, qui est pas rien quand même, hein, qui dépend aussi des sous-mariniers de l'île Longue aussi, d'ailleurs, je viens de le dire. Il y a quand même des corrélations entre eux, hein, des ovnis évidemment et le militaire, hein, on va pas le cacher. Bon, et donc, de fil en aiguille, je fais mes petites enquêtes à droite à gauche, comme j'ai l'habitude de faire, je côtoie des gens, des témoignages, et voilà. Et un jour, enfin un soir pour être exact, vous allez rigoler, mais
et ça s'est réellement passé, je fais, on peut pas dire un rêve, je fais un cauchemar. Alors on peut dire c'est un cauchemar. Mais moi qui fais de la dark ufologie depuis X années, comme tu l'as dit avec Jimmy Gull, je te dis que je ne rêve jamais d'ovnis. Je vous jure, je ne rêve absolument jamais. Des ovnis, j'en mange du matin au soir. Je n'en rêve jamais. Et ce soir-là, devinez quoi, je rêve que je suis sur un petit chemin, pas très loin de cette location, en Brocéliande, et je rêve que en fait, je me retrouve avec donc, ma petite sœur, qui est assise à côté de moi dans une voiture noire, et devinez quoi, avec deux MIB devant, donc dans l'habitacle de la voiture. Et donc, ça se termine comme ça. Et pour moi, je me prends vraiment comme un cauchemar parce que il y avait un côté malsain. C'était pas un rêve. Tu vois, il y avait, ça m'a réveillé dans la nuit et ça m'a fait une impression un peu de peur quelque part. J'ai eu un peu de la vérité. Bon. Mais moi, je laisse ça de côté. Tu vois, à un moment donné, bon, et j'ai dit tiens, je vais pas le débrouiller à mon petit neveu parce que bon, elle avait avec son garçon, toi. Donc mon petit neveu, je sais plus, il avait 9 ans, je crois, à l'époque, et ma sœur. Et puis on n'en parle pas. À la limite, ça peut être un cauchemar. Bon, c'est pas grave. Et le soir, donc le repas arrive, j'en parle pas. Et d'un seul coup, j'ai mon petit neveu qui regarde ma soeur et puis qui me regarde, qui dit tonton, il dit maman, il dit j'ai fait un rêve bizarre hier soir, qu'il lui dit, tu vois. Ma soeur regarde et dit qu'est-ce que t'as rêvé mon fils, qu'elle lui dit. Ben, je te voyais toi avec tonton dans une voiture noire avec des messieurs avec des grands chapeaux noirs. C'est pas possible. Ben, comment j'ai influencé personne. Comment il pouvait savoir exactement le même rêve que moi au même moment, quand même, cette chronicité, quand même, c'était un peu bon. Et donc, je lui pose des questions, je dis mais c'était où? Mais tu sais bien, le petit chemin qu'on prend toujours là-bas dans la forêt. Non, mais pile le même endroit, pratiquement à la même heure. Bon, même s'il m'a pas dit une heure parce que c'est un enfant, j'ai compris tout de suite qu'on a fait le même rêve le même soir. Alors, j'ai dit là, il y a quand même quelque chose qui est pas normal. D'accord? Et par expérience, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des rêves finalement, entre guillemets, ben, qui n'en sont pas, hein, on va dire ça comme ça. Et je vais le confirmer parce que ça n'en était pas un, du coup, pour le coup. Hein. Et je regarde ma soeur et je dis, ben, ça serait bien que quand tu mets le petit au bain, tout ça, vérifie quand même s'il n'a pas quelque chose sur lui, même toi, de ton côté, ou même moi, par exemple, par expérience. Parce que tu sais très bien, Alexis, les gens qui me suivent, savent très bien que j'étudie les marques corporelles depuis des années. Hein. Ce que d'ailleurs les Américains appellent les scoop marks. Ouais, d'accord. Mais de là à étudier chez les autres et de l'avoir sur soi, ben, il y a quand même un océan qui nous sépare plus, pour le coup. Tu vois. Et donc, à un moment donné, j'entends un cri de ma sœur dans la douche au moment où elle lave le petit. C'est pas possible. J'arrive à dire, regarde ce qu'ils auront fait. Texto, ouais. D'ailleurs, j'ai la photo, je peux pas la montrer, c'est dommage, parce que j'ai fait une photo. Hein. L'enfant avait sur sa fesse gauche de souvenir une marque, une plaque rouge, comme s'il avait été brûlé au fer blanc. Je te jure. Alors qu'il ne l'avait pas. Ma sœur, je dis, est-ce qu'il avait ça? Il l'avait jamais eu. Toi, et, une marque comme ça, tu peux pas passer à côté de ça. Le même soir, le même rêve, à l'identique, avec une marque sur le corps de l'enfant. Mais bon, moi et ma sœur, on n'avait rien. Que lui. Tu vois. Donc ça, c'était la première étape. Il y a 3 étapes dans cette histoire-là, parce que j'ai envie d'y revenir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. Parce que ce qu'il faut savoir, on n'a pas dit, mais moi qui fais de l'archéologie, et donc ce terme-là, donc ce courant de pensée avec Jimmy Gueux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y avait très peu d'archéologues qui étaient dans ce courant-là. C'est vrai. Alexis. Et donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que Jimmy Gueux a été approché par des MIB, c'est la vérité. Un dont je reprends aussi mes travaux modestement encore, et qui n'est plus vivant d'ailleurs, qui est parti dans, on peut le dire, un cancer généralisé, hein, notamment, donc, et qui a aussi vu des médias, c'est Bernard Bidot, OVNI Attention Danger, il avait écrit. Eh oui, tu vois. Lui, c'est pareil, je pourrais le redire après ce qu'il a vécu réellement, tu vois. Bon, voilà, Bernard Bidot. Et encore 2 qui sont moins connus, et j'ai pas envie de le dire maintenant, ont vécu la même chose. Et moi qui reprends les travaux de ces gens-là, je ne pensais pas du tout le vivre à mon tour, pour dire la vérité. Franchement, j'étais à 25 000 qui pensaient. Je me suis dit, bon, ben, ils l'ont vécu, c'est vrai, pas forcément que ça m'arrive à moi. Bon, je le vis comme ça. À la limite, ça aurait pu s'arrêter comme ça, on aurait pu le prendre comme un rêve, bon, ben, je sais pas, c'est bizarre, à la limite. À la limite, comme beaucoup de gens auraient pu le faire. Bon, quoique, on est quand même averti maintenant avec tout ce qu'on a vécu dans notre vie, tu vois. Et puis, donc, ça continue, et à un moment donné, je dis, c'est quand même bizarre, ce rêve-là, ce soir-là, tu vois. Et donc, je lui dis à ma sœur, je lui dis, tiens, je vais racheter une petite caméra un peu plus, tu vois, un peu plus perfectionnée. J'avais un vieux matos, donc tant qu'à faire, autant, ben, j'ai ce moment de profiter. Puis, par expérience, j'avais déjà eu des gens qui m'avaient expliqué un peu ce genre de cas-là, et qui me disaient que par la suite, c'est vrai qu'ils avaient vu des ovnis ou des choses comme ça. Alors, je dis, pourquoi pas? Donc, c'est ce que je fais, j'achète une caméra, et je vous le donne en mille. Alors, j'ai plus les
les heures exactes et le jour exact, pardonnez-moi, c'est marqué dans mon bouquin, je le sais, là, je ne sais plus. Bon, à la limite, je crois que ça doit être une semaine après ou 15 jours, mais pas plus. Et donc, comme par hasard, ma sœur avait fait garder le petit parce qu'on était parti en soirée chez des amis dîner un soir, voilà, peut-être une semaine ou 15 jours après ce qui s'était passé là par rapport à ce rêve. Elle l'avait laissé donc chez la voisine de souvenir. Et donc, je reviens, devine, je reviens, bah oui, c'est ma petite route. Je reviens sur notre petite route de campagne où on avait fait le rêve. Écoute bien. Au moment où j'arrive, c'est ma sœur qui me dit, elle me dit, regarde mon frère en roulant. Et je m'arrête. J'arrête la voiture. Et là, je vois une espèce de sphère au-dessus des arbres, mais monumentale, immense, une grosse sphère. Elle était toute orange, il y avait de l'énergie qui se dégageait de l'intérieur. C'était extraordinaire à regarder. Quand je vois ça, nul ni deux, j'avais mis mon petit caméscope Sony dans la boîte à main, tu vois, de la voiture. Je le sors et tout de suite, qu'est-ce que je fais? Bah oui, instinctivement, évidemment, je filme. Et donc, je filme l'objet. Donc, on pourra voir peut-être par la suite si je te le donne pour te faire un montage, pourquoi pas. Et donc, je filme cet objet, tu vois. Et on voit bien, donc c'est bien dessiné, c'est un ovni, hein, n'ayons pas peur des mots, pile à l'endroit où j'ai fait le rêve, je sais le répéter. Bon. Et puis, et donc, à la 59e minute, il disparaît. Tu sais, comme si on était une lumière. Voilà. Et ça reste là. Je me dis, tiens, regarde, c'est quand même étonnant. Hein. Je dis à ma soeur, elle me dit, oui, effectivement, c'est vrai que, regarde, entre ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps et ça, toi, quand même, il y a quand même une corrélation. Hein. Elle me dit, mon frère, tu as raison, parce que j'avais un petit peu donné raison pour le coup, toi. Et donc, du coup, le MIB me donne raison. Regarde, tu vas voir. Et donc, ça reste comme ça. On oublie. Et je crois qu'après, encore un épisode, tu vois. Mais là, c'est l'épisode où on va monter quand même en level. Et c'est là où on peut l'intégrer parce que là, je l'ai vécu, là, je vous l'explique dans la vie. J'intègre comment le paranormal à l'ufologie, donc la darkufologie. Je pèse mes mots. C'est ça, un moment, Alexis. Bon. Et puis, donc, une semaine se passe, je crois, là, vraiment. Et puis, donc, il est 2 heures, je crois, même pas, ouais. Fini le repas, peut-être midi, je crois, midi et demi, 1 heure. Et j'avais plus de cigarettes, donc je fumais à cette époque-là, hein, chacun ses défauts. Et puis, ma soeur, qui était en scooter, n'avait pas trop d'amis, me dit, tiens, bah, mon frère, fais tes petits trucs, je vais te chercher des cigarettes à côté. OK? Et tu vas, mais je trouve qu'elle met quand même pas mal de temps pour revenir. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait, toi? Il y en a pour 10 minutes à tout casser, quoi. Toi, c'est à côté. Bon. Elle revient pas. Elle met 1 heure et demie, 2 heures. Je dis, putain, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, je la vois arriver. Mais quand je vois arriver ma soeur, mais livide, tremblotante, les mains sur le guidon, elle en tremblait carrément. Elle me dit, mon frère, tu ne croiras jamais ce qui m'a poursuivi, tu ne croiras jamais. Elle en pleurait carrément, traumatisée. Tu vois, mais je dis bah, dis-moi, ma soeur, je dis, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tu vois. Elle me dit, au moment où je commence à partir, toujours en Brocéliande, hein, toi dans les bois, dans cette fameuse forêt mythique, hein, tu vois, euh, elle roule avec le scooter, et d'un seul coup, elle dit, comme ça, comme par enchantement, il y a une grosse voiture américaine noire qui me colle au cul derrière le scooter. Mais peut-être à 1,50 m, 2 mètres, en filature, tu vois. Et donc je roule, et à un moment donné, elle me dit, elle regarde dans son rétroviseur, elle dit là, par contre, elle dit, je croyais que mon cœur allait s'arrêter. Hein. Elle dit, j'ai vu, c'est comme si que, c'était un corbillard, et tu avais 2 cadavres à l'intérieur. Il a suivi. Alors, le chapeau noir, hein, tu sais, comme la description du MIB et tout ça, hein, mais ils étaient tellement d'un aspect cadavérique. C'est comme si tu aurais déguisé, tu aurais pris dans une morgue, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu prends dans une morgue 2 cadavres et que tu le colles dans une voiture et que tu leur mets un chapeau et un peu de maquillage, quoi. En gros, c'était ça. Imagine, tu vois? Elle voit ça, elle panique, d'abord elle en grille le stop, évidemment, elle court dans le bureau de tabac qui fait office de crêperie, hein, n'oubliez pas qu'on est en Bretagne, tu vois, elle se cale dedans et elle ne le dit pas à la bonne femme, tu vois, par la peur. Et la voiture, par exemple, toi, la voiture, se gare pile en face de l'église et ils l'attendent. Elle m'a dit, mon frère, j'ai pas pu partir. Il m'a attendu pendant 1 heure et demie. Il a fallu que j'attende qu'il parte pour pouvoir décoller du bureau de tabac parce qu'il ne voulait pas partir. Voilà. Et on sait bien sûr pas pourquoi, et pourquoi, ni pourquoi vous, pourquoi. Enfin, il y a pas d'explication. C'est limite frustrant, mais enfin, on se doute bien de pourquoi quelque part. José, voilà, t'étudies pas les fleurs, donc je pense que quand même que tu déranges quand même un ch'touilla, et que le problème, c'est. Là, on rigole, mais le problème, c'est que c'est comme tout système mafieux, finalement, on va s'en prendre à ta famille. Si tu vas un petit peu trop loin, en fait, c'est une sorte
de mise en garde, on pourrait dire. C'est ce qui arrivait d'ailleurs, ce que d'être Jimmy Gueux, Bernard Bidot et les autres. C'était des mises en garde, quelque part. Mais ça, si tu veux, voilà. Si tu veux, là, bon, après, je ne vais pas forcément dire la suite, mais il y a une suite. Puisque ça, c'est ma soeur qui le vit. Moi, je fais qu'un rêve, tu vois. Enfin, on fait un rêve en commun avec mon neveu. Enfin, moi, je fais un rêve en commun avec mon neveu. Je refilme quand même un ovni au même endroit, et ma sœur se fait poursuivre par deux cadavres MIB. Tu vois, c'est pas terrible. Hein. Bon, mais par contre, ce qu'il faut savoir, toi, c'est que, et c'est là où j'en viens, toi, c'est que 16 ans ou presque 17 ans plus tard de cette affaire-là, il m'arrivait la même chose identique que j'ai vécu moi. J'ai vu véridiquement un MIB qui m'a pris, ben, même pas tranquillature, il m'a carrément bloqué dans un petit cul-de-sac, tu sais, en plein hiver. Ben, c'était pas vieux, ça fait 2 ans. Tu vois, il y a 2 ans, tu vois, ça m'est arrivé. Et je l'ai eu en face de moi. Et là, par contre, le coup de ce que tu dis, là, par exemple, je passe les détails parce que c'est une histoire encore plus terrible que ce que je viens d'expliquer. Tu vois, même de le dire, ça tu verrais, j'en ai les poils qui, parce que je l'ai vécu en vrai. Et c'était surréaliste. C'était tellement cliché qu'au début, tu n'y crois pas. Moi, quand je l'ai vu, je n'y croyais pas. Il n'y a que dans un film de science-fiction que le gars, il se gare avec une américaine, tu vois, chapeau noir, chapeau mou, un peu, tu sais, le professeur tournesol, qui te regarde et je dis, qu'est-ce que c'est ce bordel, tu vois. Mais quand j'ai commencé à approcher de la voiture, j'ai compris à qui ça va faire. Là, je peux te dire que je rigolais plus. Hein. Mais franchement, voilà. Donc, on en est là. Et là, c'est vrai que le coup de la mise en garde, moi, je l'ai pris texto comme ça. Tu vois, il n'y a pas de voix, je suis pas Jeanne d'Arc, hein. Il n'y a pas de voix qui m'a parlé dans la tête ou qui m'a dit des choses comme ça. Tu sais bien, Alexis, tu connais mes travaux, les gens le savent. Non, du tout. Par contre, c'est comme si c'est comme une pensée forte. C'est comme si toi, tu pensais quelque chose, mais fort. Tu sais, c'est une pensée imposée. Tu sais qu'il y a un imposé, mais il faut que tu te la mets dans la tête. On t'en persuade de ce que tu vas te dire. Alors que tu sais très bien que c'est lui qui te le dit, quelque part. Tu vois, c'est fou, hein. Et le message, il est pris vraiment négativement. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 choses négatives encore par la suite qui me sont arrivées. 2 avertissements, pas piqué d'hanneton, hein, sans rigoler. Hein. J'ai manqué de faire un accident et j'ai manqué de faire un accident et de m'éclater carrément contre un arbre et de perdre la vie. Non, mais réellement, hein, c'est les choses. Je le dis comme ça en mode de rapidité parce qu'on fait une émission, tu sais bien, Alexis. On a eu le temps d'en parler parce que je t'avais partagé déjà même avant d'en parler avec toi. Je m'avais hésité avant de le dire, pour être honnête. Mais comme j'ai écrit dans mon premier bouquin cette chose-là dans le dernier chapitre qui est vraiment personnel, tu vois. Alors bien sûr, je vais chez des gens, j'enquête, il m'arrive de temps en temps de vivre des choses avec eux, mais comme on l'a déjà dit dans des précédentes émissions, il m'arrive aussi d'en vivre aussi, d'en ramener pas mal aussi chez moi, la preuve. Tu vois, voilà. Et c'est surtout que ça se passe en France, parce que ça, c'est les hommes en noir, on en parle finalement, on le connaît un petit peu tous, ce phénomène, par les États-Unis en général, mais là, c'est vraiment mondial, on le sait très bien, hein, ils sont partout, mais enfin, voilà, en France, c'est quand même, on sait comment la France est, comme, il y a une chape de plomb, encore en 2025 d'ailleurs, hein. Ça n'a pas changé depuis Jimmy finalement. En fait, Jimmy se retournerait dans sa tombe s'il voyait l'évolution dans lequel les Français, ou en tout cas alors les mentalités ont évolué, bien entendu. Il y a plus de personnes qui, voilà, commencent à adhérer. Alors j'aime pas ce mot parce que ça fait club, ça fait secte. Mais en fait, en tout cas, ils conçoivent que tous ces phénomènes existent bel et bien. Mais voilà, en 2025, on en est encore là quand même. À savoir, eh bien, tous les esthéticiens qui nous suivent, bonjour à eux, et qui ne sont pas du tout encore à ce niveau de compréhension, quoi. C'est très compliqué. Et quand ça t'arrive, ben, on le sait, on le répétera jamais assez, quand ça vous arrive à vous, hein, chers auditeurs, c'est quelque chose d'intime et vous ne pouvez, vous le savez très bien, vous ne pouvez jamais le répéter, même à le plus grand ami qui vous entoure, parce que vous allez de toute façon pris pour fou, mythomane et j'en passe. Et il n'y a rien à faire. Ce sont des histoires qui restent intimes. Et je pense que c'est là aussi que tout est très très bien ficelé à ce niveau-là. Parce que finalement, puisque tu n'arrives pas à le raconter aux autres, ben en fait tu passes pour fou et t'as intérêt à te taire en fait. Donc tout ça évolue, tout ça évolue. Le schéma, comme j'expliquais au tout début là, aux gens qui nous écoutent, le schéma est reproductif. Tu vois, et c'est là que c'est étonnant parce que et quand tu sais ce qui est arrivé à cette personne-là que j'ai citée tout à l'heure, quand tu sais ce qui est arrivé par la suite de ces gens-là, ben, quelque part, ça te met quand même un bon petit coup de pression quand même. Alors, ça veut dire, le message, il était clair pour moi. Ça veut dire, José, on sait ce que tu fais. En gros, c'était ça. Tu vois, donc j'allais dire pour l'ensemble de ton œuvre ou de divulgation entre guillemets bien sûr. Bon ben ferme ta gueule à un moment donné. C'est ça que ça voulait dire. Mais vraiment. Hein. Et alors c'est sûr que même moi hein, qui étudie ça depuis des années,
J'allais dire, on me l'a déjà dit, mais pas si tant que ça quand même, hein. Je veux dire, le coût des MIB, c'est c'est- c'est- c'est pas beaucoup. Hein. J'ai pas beaucoup de témoignages par rapport à ça. Honnêtement, je viens d'avoir un, peut-être deux, toi, qu'on m'a dit en 35 ans de carrière, t'imagines? Mais de le vivre soi-même. Alors, bien sûr, j'ai vu des ovnis, j'ai eu plein de phénomènes paranormaux, on a eu l'occasion d'en parler, et puis il y en a que je vous dirai, il y en a que vous dirai jamais non plus, c'est personnel dans ma vie. Mais honnêtement, c'est vraiment, là, je me suis dit quand même, là, c'est du high level dans le sens où tu te prends ça dans la gueule, et puis tu restes comme un con et tu peux rien faire. Parce que tu as ça en face de toi, parce que là, j'ai pas voulu spolier, j'allais dire le reste. C'est pas parce que je vends mon point ou quoi que ce soit, tu me connais, hein, les gens le savent. Sauf que j'invite vraiment à voir, regarder vraiment ce passage-là. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça dans le bouquin, mais j'ai voulu aussi, comme c'est basé sur mes enquêtes de terrain, aussi partager aussi ce que je vis. Moi, au début, je voulais faire un petit peu comme tous les auteurs, comme j'écrivais dans Top Secret Magazine, c'est-à-dire prendre du recul et poser ça froidement. On m'a dit non, José, avec tout ce que tu vis dans ta vie, avec les gens, ce qu'ils t'ont raconté, tout ça, il faut vraiment que tu nous emmènes en tant qu'enquêteur de terrain. Et un copain me dit ça un jour, et je voulais pas parce que je trouvais quelque part que c'était la facilité. Non, au contraire, c'est la difficulté de le faire. C'est pas la facilité hein, de s'exposer avec les gens, justement. Mais je me suis dit, comme les gens me font confiance et que je les mets en avant, le minimum que je peux faire, c'est de dire, moi aussi, je vis des choses, peut-être différentes de vous, mais qui s'en rapprochent à un moment donné. Alors, donc, toi, tu as également alors, une thématique dont on ne parle jamais, ou plus jamais. C'est la fameuse EMA, enfin, toi, tu l'as nommée comme ça. C'est mutilation animale. On y arrivera donc, exomutilation animale. Et alors, on en a parlé. Si, il y a eu plein de documentaires là-dessus, plein de reportages. Il y a bien belle lurette de ça, hein, 25 ans, 30 ans, voire aussi, qui se passait souvent d'ailleurs aux États-Unis, au Mexique surtout. Voilà, on sait ce que c'est, hein, les vaches mutilées. Voilà, je vais pas trop en dire sur YouTube, mais enfin, on se comprend. Donc, ce sont des animaux bah, qui subissent finalement une mutilation. On ne sait pas comment. Alors, si, justement, il y a eu plusieurs enquêtes de terrain. On pense que c'est fait au laser parce que c'est très précis. C'est carrément des organes qui sont retirés, extraits. On se demande pourquoi. Et en fait, ça reste vraiment en suspens. Et toi, tu m'as dit l'autre jour en off qu'apparemment en France, c'est arrivé aussi, et même plus souvent qu'on ne le croit en fait. Alors, c'est arrivé plus souvent qu'on ne le croit, parce que c'est vrai que moi, j'aime pas bon, calquer ce qui se passe aux États-Unis et le ramener en France ou en Belgique, tu vois. Et d'ailleurs, on ne peut pas le calquer. Parce qu'au final, si tu veux, les process sont les mêmes, mais le cœur de cible ne l'est pas, lui, par exemple. Tu vois, voilà. Alors même, si on a eu beaucoup en 2020, une vague d'exo-EMA, donc d'exo-mutilation animale, comme tu dis, on a eu en 2020 beaucoup d'équidés. D'ailleurs, ils en ont parlé à la télévision, c'est même passé sur BFM TV et compagnie. D'ailleurs, à se demander pour pas noyer le poisson, parce qu'à un moment donné, il y avait tellement d'éleveurs qui subissaient ça, ce problème-là, et bah, qui s'est remonté tellement haut, il y a eu tellement de plaintes de déposées, c'est remonté jusqu'à des parties, jusqu'au Parlement européen, hein, ça, il y a eu des enquêtes diligentées, ça rigolait plus à un moment donné, toi. Mais ce qu'il faut savoir, et moi, ce que j'ai trouvé là-dessus, parce que j'ai enquêté ça, évidemment, mais moi, l'avantage que j'avais eu, c'était j'avais eu un tuyau quelque part, et on m'avait donné ce tuyau-là en me disant, il y avait quelques années en amont, en me disant, José, va voir du côté des animaux, et notamment des lapins, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Et celui qui m'avait donné le tuyau, je ne vais pas le balancer, bien sûr, mais c'était quelqu'un de haut placé, honnêtement. Et en général, c'est un genre d'homme à la cigarette, hein, pour faire court, et quand il me donne quelque chose comme là, il m'en a pas donné beaucoup dans ma vie, mais le peu de tuyaux qu'il m'a donné, ils n'étaient pas percés, la preuve. Et donc, tous les gens, donc notamment des gens de mon équipe, le savaient déjà sur quoi se bosser. Ils disaient, José, tu l'as vu? Ben, je l'ai vu parce qu'on l'avait dit, c'est la vérité. Bon, et je suis allé le confirmer. Et donc, il parlait beaucoup d'équidés, des choses comme ça, tu vois, mais le cœur de cible, moi, c'est pas celui-ci que j'ai trouvé. Alors que c'est vrai, il y en a eu, hein, tu vois. Tu as eu des lapins, enfin des lapins, pardon. Tu as eu des moutons, tu as eu quelques chats aussi, tiens, pour dire la vérité. Tu as eu quelques hécatombes de chats, oui, comme ça s'est fait déjà en Angleterre dans les années 90, de souvenirs, tu vois. Et donc, c'était contemporain de la maladie de la vache folle, au moment où il y a eu des mutilations de chats. Bon, par exemple, tu vois. Et donc, j'ai trouvé pour avoir quand même allé dans pas mal d'exploitations, tu vois, de lapins, les gens me disaient, et c'est la vérité, hein, les clapiers étaient quand même, il y en a, ils étaient cadenassés, faut savoir, hein, tu vois. Donc, fermé, je suis allé constater ça sur le terrain, j'ai des photos, hein, j'ai des vidéos qui le prouvent, hein, tu vois, depuis quelques années. Bon.
Le clapier est fermé, il est fermé, cadenassé. Le lapin, la bête est retrouvée, coupée en deux, mais net. On dit un laser parce que nous, on ne sait pas ce que c'est, tu vois. Je dirais, on pourrait même parler d'au-delà du nano-laser, hein, parce que la découpe, elle est tellement nette que tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. D'ailleurs, c'est la touche exogène, hein, de toute façon. Il y en a d'autres, hein, mais elle en fait partie. Et donc, la plupart des lapins sont coupés en deux, notamment ben, le leitmotiv, ils sont vidés de ce fameux nectar que je ne cesse de revendiquer, c'est-à-dire le sang. Ils viennent récupérer, au-delà des prélèvements chirurgicaux, comme tu l'as dit, des parties génitales ou des piches et des vaches, par exemple les tiers. Non, non, ce qu'on vient d'abord rechercher, c'est le sang. On vient vider le sang des lapins. Bon, alors il faudra m'expliquer, parce qu'il y a eu une enquête de gendarmerie, je ne sais plus laquelle, je ne citerai pas, mais je vais le dire vite fait, c'est-à-dire que oui, mais bon, ça aurait pu être un chien savant, tu sais, échappé d'un cirque. On va m'expliquer déjà le chien qui est capable d'ouvrir un clapier, qui coupe un lapin en deux au laser et qui vide son sang, mais bon, à la limite, pourquoi pas, bon, chacun a le droit de rêver, tu vois. Et puis, et puis au final, donc c'est une hécatombe de lapins, une hécatombe, tu vois. On l'a vu vraiment, et ça continue encore, hein, je tiens à dire, c'est pas terminé. En 2025, ça continue encore. D'ailleurs, même ici où je suis actuellement en Thaïlande, il se passe le même procédé. Je vous le dis, sans trop spoiler ce que je suis en train de faire en ce moment, il y a ça aussi. Il y a ça ici, un peu dans les terres en haut là, mais c'est pas du lapin ici, c'est du poulet. La même chose, le même process qu'on aurait pu voir aux États-Unis, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 1967 dans des grandes exploitations bovines, tu vois. On a vécu ça ensuite. Donc c'était une première en Europe, hein. C'était vraiment une première en Europe, une vague de mutilation animale comme ça, de cette ampleur, parce que c'est des milliers, on parle des milliers et des milliers de bêtes qui ont été mortes sur le même procédé quand même. C'est important de le dire, hein, tu vois. Et donc j'ai retrouvé ça moi chez les gens, notamment, tu vois. Et puis un truc que je pourrais dire aussi qui est vraiment intéressant, il y a eu des vétérinaires qui se sont penchés, notamment aux États-Unis, par rapport à cette découpe, justement, que tu laissais planer, comment Alexis. Et cette découpe, accrochez-vous bien, c'est pas une découpe comme nous on pourrait voir à l'œil nu. Quand on la prend au microscope, stéthoscope ou ce que tu veux, c'est une découpe qui fait le contour des cellules. Alors, il faudra m'expliquer un jour, hein, il faudra m'expliquer un jour, Alexis, quel est le procédé, quel est l'appareillage qui permet de faire une découpe. C'est-à-dire, quand elle découpe, attention, elle découpe, mais elle laisse les mauvaises cellules, je te dis une connerie, à droite, et elle récupère que les bonnes à gauche. Tu te rends compte? T'imagines? Je vais lancer quelque chose là. Allez. Et comme par hasard, le hasard n'existe pas, Alexis. Tu parlais, il n'y avait pas d'hasard par rapport à Jimmy, ton rêve, Oui, et oui, l'émission non, oui, Rôle. non, ça C'est la c'est. vérité. Alors, il y en a qui disent oui, bon, ben, quand même, ça compte un peu quand même pour nous, hein, mais ben, pour moi, ça compte aussi. Et puis voilà. Mais pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est, par exemple, je le dis en toute, voilà, hein, mais c'est la date anniversaire du décès de ma mère, par exemple. Tu vois, par exemple. Et pourquoi je le dis maintenant? Pas parce que, mais ça me tient à cœur, évidemment, hein, mais pourquoi je tiens à le dire? Parce que si on aurait ce genre de découpe, ce genre de procédé, il n'y aurait plus aucune forme de cancer. Il serait banni sur la Terre. Et il faut savoir que ma mère est partie de cette maladie. C'est pour ça que tu vois, la relation, elle est puissante pour moi. Parce que si vraiment pour moi, ça serait vraiment des êtres de lumière qui auraient une positivité, ils nous offriraient ce cadeau. Et bien ma mère, comme toutes les mères du monde, ou les pères, mais ils ne seraient pas morts de cette maladie. Tu vois, ça me tient, tu vois, comme quoi, les synchronicités, ça me tient de le dire, ça me touche de le dire. Bah merci, merci pour ce partage, José. Et c'est vrai que on en est quand même encore loin Alors ça, c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Quand même, ces phénomènes sont quand même toujours liés, et ça, on le répétera jamais assez aussi, à tout ce qui est quand même militaire aussi également. Militaires qui, on se demande, voilà, si c'est pas simplement eux qui font des expériences, tout simplement. Hein, il s'agit peut-être pas d'extraterrestres pour autant. C'est peut-être vraiment une opération militaire, et je sais qu'il en existe. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça, on nous le dira jamais, et c'est pour ça d'ailleurs que aucun enquêteur, alors je parle pas de toi José bien sûr, mais je parle de groupuscules ufologiques actuels, on va pas les citer, enfin pour peu qu'il en reste encore, n'iront jamais jusqu'au-delà des limites de l'omerta, quoi, parce que jamais, jamais ils ne déclareront telle chose, quoi. En fait,
même s'ils le savent, clairement, bah, tout ce qui est militaire, c'est en général secret. Ce sont des opérations secrètes, de la psyops, hein, carrément aussi, hein, et qui maintient de toute façon le peuple comme les bons moutons qu'ils sont. Et ils ont raison, ma foi, hein, là, je les défends presque. Parce qu'à un moment donné, voilà, ça suffit. Mais donc voilà, donc voilà, moi je pense que la frontière entre le militaire et éventuellement le côté extraterrestre, ou en tout cas exogène, j'adore ce mot parce que c'est beaucoup plus parlant, est intimement lié, et voilà quoi. Mm. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost, et encore une fois en dessous, afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Alors, ce que je pourrais dire aussi donc dans ce deuxième bouquin, donc évidemment dans mes enquêtes. Alors, si tu veux le côté psyops, comme tu dis, oui, mais le côté militaire par rapport aux exomutilations animales, je sais pas ce que j'ai trouvé moi en fait. De mon côté, je pourrais dire ce que j'ai trouvé. Hein, il n'y a aucun souci, c'est dans le bouquin. Voilà. Ce que j'ai trouvé, c'est différent en fait, parce que là, c'est là où on peut pas calquer non plus encore avec les États-Unis, tu vois. Et d'ailleurs, je le démontre ça. Parce que tu laisses subodorer, en fait, qu'aux États-Unis, on nous dit les fameux black hélicoptères, alors que je tiens à dire qu'il n'y a aucun black hélicoptère qui a été, j'allais dire, vu, entreaperçu lors d'une exomutilation animale en France. Ben, moi, de mon côté, j'en ai jamais vu. Tu vois, incroyable, hein. Donc déjà, tu peux pas calquer. De deux, quand ils le font, eux, les Américains, ils le font parce qu'en fait, c'est sous couvert de prélèvement, je dirais, tu vois, de radioactivité. Hein, parce qu'il y aurait une base à côté ou un truc nucléaire pour prélever. À la limite, pourquoi pas les Américains? Mais justement, je démontre ça par A plus B, je vais vous l'expliquer en 30 secondes. C'est pas compliqué en fait. Hein. Si on regarde bien par rapport à ça, si vraiment, il y aurait eu un côté militaire humain de l'affaire pour faire des prélèvements, donc calquer l'américaine en France, t'es d'accord avec moi? Eh bien non. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, le seul, j'allais dire, où on a eu vraiment de la radioactivité à l'époque, c'était évidemment le fameux nuage de Tchernobyl qui n'avait pas passé, soi-disant, la frontière. Hein, tu t'en rappelles, Alexis? Bon, voilà. Non, non, vous inquiétez pas, le gars de la météo, il est bloqué à la frontière, il va pas passer. La douane s'en occupe. Bon, et au final, bah, tiens, j'ai un ami à côté de moi, là, donc il est du Nord, et si, il est passé dans le Nord, il est passé jusqu'à chez nous par la Bretagne, un petit peu, tu vois, mais à peine, mais beaucoup le Nord, hein, le côté. Bon, d'accord. Mais si tu regardes bien, et j'ai fait les statistiques de mes cas, tu vois, et d'autres cas, pas que les miens d'ailleurs, hein, en France, moi, et bien si tu regardes bien, euh, les régions les plus touchées ne sont absolument pas touchées par de la radioactivité, c'est les moins polluées en radioactivité. Donc là, du coup, ça peut pas coller, là, le côté humain, tu vois, le délire humain de la radioactivité américaine, là. Parce qu'ils ne sont pas du tout pollués de ce côté-là, tu vois, c'est ça que j'ai trouvé. Donc, je trouve vraiment intéressant de le dire, ça, tu vois, d'une. Et puis, de deux, moi, ce que j'ai trouvé, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, il y a un côté humain que j'ai trouvé, c'est la vérité. Mais alors, quand on voit, par exemple, une découpe, par exemple, d'un cheval, tu vois, ou d'un mouton, ou même d'un lapin, hein, par exemple, euh, on voit le côté humain, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est de la barbarie. On sait que c'est un couteau qui a fait du mal à un animal, quoi. Il a coupé des oreilles, il a crevé un œil, pardon, mais c'est la vérité. Tu vois, un carnage, comme ça. Et là, tu vois le côté humain. Tu vois pas du tout le laser, le fameux laser qu'on aurait bien voulu avoir, hein, t'as compris? On l'a pas. Bon. Et c'est là, tu vois, la différence. Et je me suis dit, alors pourquoi il y aurait on va dire un service commando, hein, n'ayons pas par des mots, toi, qui opérerait de temps en temps? Eh bien, tout simplement pour noyer le poisson, les amis. Et c'est ce que j'ai découvert. Et c'est véridique. Par exemple, je vais prendre un exemple qui m'a mis la puce à l'oreille. Par exemple, tu sais, on a comme chez vous en Belgique, j'imagine, les fameux poteaux, tu sais, en bois, là, tu vois, les poteaux en bois, les pylônes électriques, on pourrait dire, ou de téléphonie, pylônes en bois. Eh bien, figure-toi que j'ai regardé, que la veille d'une exomutilation animale, par exemple d'un équilé, d'un cheval, qui a été retrouvé, tu vois, d'une, il a été retrouvé, comme je vous l'ai dit, en mode barbarie et non au laser, et de deux, ils ont retrouvé et ce sont les particuliers qui ont mis les photos sur des réseaux sociaux, et c'est là que je me suis alerté, parce qu'ils se posaient la question, en se disant, mon cheval a été mutilé, mais, tu vois, d'une barbarie son nom, et j'ai retrouvé, comme par hasard, à côté sur la route, du pylône dans le champ où il y a mon animal, pardon, j'ai trouvé des peintures fluo. Des peintures, ils ont été tagués à la peinture fluorescente des poteaux, tu vois. Donc, ben oui, ben regarde bien. Pourquoi?
Parce que je te dis, on voit bien que c'est des humains qui l'ont fait. Le cheval, là, la veille, le lendemain, il a été retrouvé. Pourquoi? Regarde, si tu as une première équipe, c'est comme ça que ça marche hein, dans les services secrets en général. Tu as une première équipe qui va repérer, faire du repérage, ils vont peindre le poteau en fluo, et le soir, tu as l'équipe de commando, on va dire les méchants, et c'est ça. C'est exactement ce que j'ai trouvé, tu vois. Et ça s'est reproduit pour plein de cas comme ça. Et comme par hasard, tu vois, tous ces cas-là ne sont que humains, et on ne retrouve jamais le laser. Hein. Donc le côté humain, il serait plus pour noyer le poisson. Donc j'imagine qu'il y a des humains, alors, gouvernement de Comme l'ombre. avec les crop circles, quoi. Comme avec les crop En circles, gros, c'est ça, il y a des exactement. En faux gros, et puis il y a les vrais, quoi. Voilà. c'est ça, comme ça nous laisse des os à ronger en disant, ah, c'est des humains qui l'ont fait. Ben oui, c'est des humains qui l'ont fait. Tu vois la stratégie. Mais par contre, là où c'est des salauds, il faut dire la vérité, ils n'ont pas peur de tuer des animaux pour dire que justement, ben, il n'y a rien d'exogène dans l'histoire. Faites dodo, les gens, tout va bien, rentrez chez vous. Tu vois, je me dis ça, parce que je l'ai découvert. Et donc, pour en revenir 2 minutes à Jimmy Guilleux, qui est quand même un petit peu, comme tu le disais, le fil rouge finalement bah, de notre rencontre, de notre rencontre et de cette émission, hein, voilà, même si les gens sont pas trop au courant, mais enfin, on l'a expliqué maintenant pourquoi. C'est que effectivement, voilà, Jimmy finalement, bah, c'est non seulement un précurseur en France, en Europe finalement, enfin pour les francophones du moins, hein. Ah, même dans le monde entier, Alexis, hein, je Dans peux le te le monde dire. entier, Hein. alors bien sûr, Ah non, hein. mais comme on dit, nul n'est prophète en son pays, quelque part. Voilà, oh, ça sûrement Je pas. veux dire que où je suis allé à Porto Rico, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, Jimmy était connu mais comme le loup blanc. Il était autant connu d'ailleurs que Jacques Vallée et Carl Sagan, il faut le savoir, parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand même Jimmy a commencé dans une revue qui s'appelait Uranus. Et donc lui, il était directeur des enquêtes et des enquêteurs dans cette revue-là, tu vois. Et donc il écrivait avec qui à côté? Eh ben avec qui? Avec Jacques Vallée. Donc le collège invisible hein, que tout le monde connaît. Voilà donc le courant de pensée portéen, tu vois. Et puis moi d'ailleurs ce que devenu que j'ai vu par la suite donc différent, c'est-à-dire le côté d'archéologie. Jimmy était connu et il l'est toujours d'ailleurs hein, parce que je côtoie encore d'autres ufologues sur la planète, hein, je collabore avec eux. Et quand tu dis que tu reprends les travaux et que tu as connu avec Jimmy, tout de suite tu te mets un cran au-dessus quand même. Hein. Attention, hein, c'était pas qu'un enquêteur de terrain, il était aussi évidemment comment un auteur de science-fiction, tu vois. Mais pas que. Alors moi, ce que j'aimais aussi dans Jimmy, ce que j'aimais, c'était pas trop ces romans de science-fiction, c'était vraiment à la limite ces romans vérité, un mix des deux. Mais tu vois, comme BE Alerte Rouge, par exemple, avec le fameux gris, hein, tu vois, que j'ai mis d'ailleurs sur la couverture qu'on voit là, dans le premier, c'est de Jimmy, c'est Alerte Rouge, tu vois. Et donc, quand on relit 30 ans après ces chefs-d'œuvre, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, en littérature écologique, eh bien, on se rend compte que bah, c'était pas des romans vérité, c'était la vérité, mais c'était pas la vérité du moment, c'est la vérité d'aujourd'hui. Et c'est là où Jimmy il est puissant. Et justement, et c'est ce que tu disais justement en off, c'est que Jimmy, au final, non seulement précurseur, mais en plus précurseur de tout ce qu'il a un peu vécu de négatif, donc les menaces, toutes le rabaissement, tu sais bien, l'omerta qui travaille en grande pompe avec qui on sait, finalement, et tous les chercheurs actuels, José, tu en es la preuve vivante finalement, un petit peu, non seulement tu as, voilà, t'as été initié avec Jimmy, mais quelque part, en plus, tu ramasses un peu les bagages négatifs, disons, de Jimmy, où effectivement, on te met des bâtons dans les roues, et on met des bâtons pas que à José, mais à tous ceux qui, finalement, ben, veulent un petit peu sortir des sentiers battus, c'est le cas de le dire. Et donc, finalement, ben, c'est ce que je disais, depuis quoi, 25 ans maintenant qu'il a disparu, ben, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. Ben, ça n'a pas changé dans le sens où j'allais dire, c'est ce que j'ai dit, on l'a dit d'ailleurs en préambule au tout début de l'émission, c'est-à-dire que le schéma est répétitif, malheureusement. Alors évidemment, les masques changent, hein, le masque des anges, mais est-ce que c'est vraiment des anges, ces gens-là, au final? Tu vois, quand tu regardes bien, une fois que le masque est tombé, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est malheureux. Et on connaît la fin du film. Et c'est ça qui est triste, quelque part. Alors, on essaye de se battre. Et d'ailleurs, j'ai dû t'en parler aussi, et je vais te dire en même temps, tout de suite maintenant on parle, et c'est vrai, bon, c'est pas un secret, je collabore notamment aussi avec Rock Soccer, je le sais, on le sait, tout le monde le sait. Bon. Et puis j'ai été auteur, et je suis auteur depuis de nombreuses années chez lui, tu vois. La plupart d'ailleurs de mes enquêtes de terrain, on fait suite à un article, d'ailleurs en primeur, à chaque fois dans Top Secret, parce que c'est quelqu'un quand même, je rends aussi à César. Je rends à Jimmy, parce que Jimmy, c'est vrai, c'est grâce à lui que je suis là, je ne le remercierai jamais assez d'où il est, ou voilà.
Mais je dois quand même remercier Rock Soccer aussi, parce que Rock Soccer aussi m'a permis aussi de m'exprimer, parce que tu sais, c'est pas facile hein, d'envoyer des choses comme j'envoie de temps en temps, tu vois. Alors maintenant, ça commence, je vois, les courants changent un peu, ça commence à prendre forme, les gens commencent à un peu intégrer, un peu accepter mon ufologie, en se disant pourquoi pas finalement, peut-être que Jimmy, José et consorts, ils avaient peut-être raison dans le sens où il y a quand même une grosse part de négativité, tu vois. Parce que nous, on le vit dans notre vie, je vais chercher ça chez les gens, et je n'ai pas besoin de me forcer vraiment pour ramasser. C'est même pas des lauriers hein, que je ramasse, tout le monde le comprend à un moment donné, tu vois. Parce que ça m'emmène plus, j'allais dire, de misère, de problèmes dans ma vie que ça me rapporte. Il faut dire la vérité. Et pour Jimmy, c'est pareil. Il faut savoir un truc, parce qu'on parle quand même de Jimmy. Jimmy a gagné de l'argent, certes, avec ses bouquins. C'était un auteur, on l'a dit. Vous savez ce qu'il faisait, Jimmy? Je vais vous le dire. Jimmy, tout l'argent qu'il gagnait avec ses bouquins, il repartait dans les enquêtes de terrain. Il en mettait tout. S'il fallait prendre un billet au Brésil, il partait au Brésil faire une enquête et il avait dépensé tout l'argent qu'il avait gagné dans l'année. Matériel, etc. Voilà, c'est ça. Tout, c'était pas du tout un homme matérialiste. Il était là, vraiment, c'était un chercheur de vérité. Et ce que j'aimais aussi, notamment sa gentillesse, et vraiment. Et c'est là où je vois la différence, pardon de le dire, mais c'est malheureux, mais je suis obligé de le dire à un moment donné, c'est là où je vois la différence entre les ufologues, pardon, je ne fais pas de généralité, et de maintenant, je dirais, et on pourrait dire la vieille garde. La vieille garde, tu n'avais même pas besoin de demander qu'ils anticipaient et ils te donnaient ce que tu avais besoin. Maintenant, c'est tout le contraire. Ils vont plutôt te gratter, te récupérer, tu vois, et le prendre à leur compte. C'est malheureux, tu vois. Alors que c'est là où on reconnaît les vrais. Les vrais te donnent tout, les vrais. Tu vois ce que je veux dire? Ils te donnaient tout à cette époque-là. Ils n'étaient pas là du tout dans l'ego, dans ces choses-là. Et il y a une chose, pourquoi je dis ça? Il y a une chose, et pourquoi je mets la relation avec Rock Soccer? Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le leitmotiv de Top Soccer Magazine, c'est le magazine de la résistance. Et c'est pas un vain mot. Parce que ce qu'il faut savoir, tout le monde se dit éveillé. Voilà, c'est vrai, c'est marrant ça. J'entends des éveillés de tous les côtés. Tu sais, quelqu'un qui est éveillé, pour moi, je vais le dire, pour moi, quelqu'un qui est éveillé, c'est ce qu'il disait un peu Jimmy, je crois, hein, d'ailleurs, dans ce que j'ai compris, dans ce qui m'a légué, tu vois. C'est que quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui vient de se réveiller quelque part. Mais quelqu'un qui vient de se réveiller, c'est un dormeur. C'est-à-dire que demain matin, si tu lui redis quelque chose, il va se dire, ouais, pourquoi pas, finalement, en fin de compte, José a raison ou Alexis a tort, et je vais plutôt partir dans cette voie-là. Et il va se rendormir. Un éveillé, tu peux le rendormir quand tu veux. Un résistant, lui, il s'endort jamais. Et toi, et c'était un résistant. Jimmy était un résistant, moi je vous le dis. Et c'était même au-delà d'un résistant, parce qu'il était aussi résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, en plus, c'est un vrai résistant, une, tu vois. Et de trois, c'était un homme tellement il subissait. Comme tu dis, il y a une petite mafia, tu le disais tout à l'heure, par rapport aux exotisations animales. Il est possible, et moi je le conçois parce que je l'ai expliqué. Et je le démontre, hein, ce que je dis. C'est démontré dans mon bouquin. C'est démontré qu'il y a eu vraiment des humains qui ont fait ça. Imagine. Donc voilà. Bon. Donc, il y a une vraie mafia. C'est pire qu'une omerta. C'est une vraie mafia. Tu vois. Alors qu'il y a des politiques, sûrement un peu, tu vois. Il y a sûrement quand même des responsabilités de ce côté-là. Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas de nom à citer. Militaire, c'est sûr et certain. Bon, mais on y est, hein, on est en plein dedans. Tu vois. Bon. Et puis, pourquoi je dis ça? Pardon, je tape le fil. Mais donc oui, voilà, de résistant. C'est un homme qu'il faut savoir, il a subi tellement de menaces, et notamment par un ou deux ufologues qui sont encore vivants, hein, je tiens à le dire, qui sont contemporains de Jimmy, et qui lui a fait des menaces, pas en off, devant tout le monde à la télévision, évidemment. Hein. Par contre, en arrière, tu vois, des appels, tu vois, des petits coups de fil anonymes, et puis des corbeaux et des compagnies, ça, il en a subi des tonnes. Donc au final, ça finissait par des menaces de mort réelles. Qu'est-ce qu'il avait, Jimmy? Il a passé son port d'armes, et c'était un homme, moi quand je l'ai connu, il avait un holster, Beretta chargé. T'imagines? Le gars fait de la garde ufologie. Hein. Je sais pas, hein, si vous voyez, il est obligé de se balader avec un gun pour pas se faire buter, quoi. T'imagines? Parce que il avait subi des menaces par rapport, parce que, soi-disant, le monsieur parlait de petit homme vert. Donc, s'il parle de petit homme vert, t'as pas besoin de dire, tiens, je vais te buter demain matin, toi. Je vous le dis, on en est là. C'est une pure vérité. Donc, quand tu descends de ça, moi, je suis conscient de ça. Et quand tu vois dans ta vie ce qui t'arrive par la suite, comme j'ai expliqué, il y a des choses que je vous dirai, il y a des choses que c'est tellement personnel que je vous dirai jamais. Il y a une chose qui est vraie, et c'est pas de la mythomanie, pas du tout de la mythomanie. Tu vois, sinon, il faut que j'arrête tout de suite ce que je fais, pour être honnête. Non, Comme tu les le dis, gens ça rapporte quoi de aussi toute de mon façon? côté. Alexis, je subis aussi de ce genre de choses. Je ne le dis pas forcément, j'ai toujours un petit sourire ou tu vois. Non, non, hein. Je vous le dis, moi. Dès l'instant où on parle de sujets sensibles comme ceci, qui ne payent pas de mine, alors oui, José, tu nous parles d'un appel, d'un clapier,
qui a été vidé de son sang. Une belette, c'est une belette qui l'a fait, José. Tu vois? Alors, si c'est une belette qui l'a fait, comment se fait-il que moi, on m'a saboté ma voiture? Comment se fait-il que j'ai des appels, tu vois, on me dit, tiens, José, arrête parce que je vais te buter? Ou je vois un putain de MIB, là? Non, mais franchement, un MIB, là, qui te dit, sans te le dire, arrête parce qu'on sait ce que tu fais, mais il faut que tu arrêtes, mon grand, tu vois? Mais moi, le problème, c'est que le Jimmy, là, c'est un résistant. Mais le monsieur que vous avez en face de vous, ben, c'en a un autre, hein, je vous le dis tout de suite. Et ceux qui m'écoutent, parce que je sais pas qui m'écoutent, alors si j'avais ça déjà passé, tu me permets de passer chez toi, je vais te dire, c'est la fin de mon bouquin, vive la résistance, et je te dis, tant qu'il me reste un souffle de vie, je n'arrêterai pas ce que je fais. Vous êtes prévenus. C'est tout. Bravo. J'applaudis, Je ne sais pas vraiment. si c'est bravo, mais en tout cas, je ne suis pas un éveillé, moi, je vous le dis. Les éveillés, c'est pas pour. Il y a des stades, il y a des stades de résistance, hein, je vous le dis. C'est ce qu'on disait l'autre jour, hein, José, dire éveillé, déjà en soi c'est ridicule. Tu ne le dis pas, tu l'es, c'est tout. Point. Voilà, tu es un résistant, tu es ouvert à toutes ces choses, et puis tu le dis pas, quoi. Il faut faire comme en face. En face, ils sont discrets, en face, ils sont. Tu comprends? Ils ne disent rien, voilà, ils font mine d'eux. Bah, il faut faire exactement pareil qu'eux. Ben, écoute, je reviens encore aussi, parce que pour l'émission, je reviens notamment encore à Bernard Bidot. D'ailleurs, excellent livre, OVNI, attention danger. Je pense qu'à un moment donné, l'explication, hein, elle est dans le titre. Hein, on va pas se voler la face. Hein, je veux dire, c'est pas bon. C'était quand même un magistrat, cet homme-là, à un moment donné. On parle là. C'est pas toi, pardon, mais bon, avec tout le respect que j'ai pour mon boulanger ou mon charcutier, le gars est quand même magistrat à un moment donné. Il est quand même, il se place au niveau de la loi, donc il peut pas se permettre de raconter des conneries à un moment donné. Même lui le dit qu'il a vécu ce genre de choses, et il a vécu notamment aussi, comme moi et comme les autres, une expérience de MIB, tu vois. Et dans cette expérience de MIB qu'il a vécue, il faut savoir une chose, c'est que lui, à la différence de moi ou d'autres peut-être, lui, il y a vraiment, il le dit, hein, un magistrat qui le dit, il y a eu comme une voix, tu vois, comme une forme de télépathie, qui lui a dit dans son oreille gauche, arrête d'écrire ton livre. Écoutez bien, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, dès l'instant où elle dit ça, là, comment que ça s'appelle, pardon, la voiture a disparu et compagnie, tu vois, bon, bref, eh bien, il faut savoir qu'il a perdu l'ouïe du côté gauche. Il n'entendait plus de l'oreille où il a entendu ce message-là. Alors, tu vois, quand même, déjà d'une. Et de deux, par la suite, quand il a terminé son livre, quelques mois plus tard, le message prémonitoire des MIB, il est mort. Il est mort, mais de plusieurs cancers foudroyants, et c'est-à-dire c'est un homme qui a vraiment subi le martyre. Et d'ailleurs, j'ai la lettre de sa femme qui en parle dans mon livre, et c'est peut-être encore là aussi le côté émouvant, j'allais dire, que, pas parce que pour gagner de l'argent, et pas du tout, et vous le savez très bien comme moi, sur Amazon, quand tu as gagné 3 euros sur un bouquin, c'est le bout du monde. Hein. Bon, ouais, et quand on a vendu 10, j'étais content. C'est pas ça. Non, c'est plutôt parce que moi, je trouvais que c'était important de rendre un résistant et que sa femme me rende un hommage à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est émouvant, c'est un passage émouvant du bouquin, tu vois, parce que elle le dit. Elle le dit aussi, ce qu'on disait d'ailleurs en off, faut dire la vérité. Tout le côté, j'allais dire, parce que j'ai parlé de ma maman tout à l'heure qui a décédé de ça, tout le côté, ben, justement, c'est de la médecine par rapport à la cancérologie et tout le business, on sait bien. On peut parler de Persévrac et compagnie, les gens le savent, ils sont pas bêtes maintenant, ils sont pas cons, hein. Ils ont compris à un moment donné. Hein. Toi d'ailleurs, encore une résistance qui est tombée sous le champ d'honneur aussi, hein, on va le dire, hein, toi à un moment donné, on le sait. Hein. Bon, et puis et donc, il y a ce passage-là. D'ailleurs, il y en a un autre aussi dans le bouquin qu'on peut citer. J'ai aussi un cas aussi du petit Johan, un cas extraordinaire dans le sens où ce qu'il a vécu, l'expérience qu'il a vécue, tu vois, par rapport à dans sa vie, et, et, et par contre, ce qu'il a, et comment le dommage collatéraux, j'allais dire, mais plus ou moins, là c'est dramatique. Et là, je peux pas l'expliquer si ça vous intéresse de le savoir. C'est un cas aussi que j'ai étudié, toi. Bon, et je vous le fais rapidement. Johan, par exemple, a 26 ans de souvenir. Il habite en haut dans les montagnes, là, un peu plus haut en France, là, toi. Et puis, donc il a 26 ans, il est skieur professionnel et cordiste. D'ailleurs, il a fait aussi partie de l'équipe de ski des JO de je ne sais plus quelle année. Bon, donc tu vois, quelqu'un quand même, un jeune sportif, un gars qui ne fume pas, qui ne boit pas. Et un soir, figurez-vous, il va faire une petite soirée chez des amis. Bon, comme ça se fait, hein, comme tous les jeunes font, tu vois. Et il revient, je crois, vers les 2, 3 heures du matin, tout seul, toi, sur cette petite route, toi, dans les montagnes. Bon. Et puis, et c'est là où ça va se corser. Tu vois, là, on rentre.
pleine d'archéologie, tu vois. Et ce témoignage-là, je le tiens des parents, donc notamment de sa mère, une femme qui m'a pleuré dans les bras, qui m'a pleuré dans les bras et qui m'a dit, ils m'ont tué mon enfant. Tu te rends compte, quelqu'un qui te dit ça, tu vois. Et tu vois pourquoi. Et c'est vrai qu'ils l'ont tué son enfant. Et c'est vrai. Et donc, par rapport encore à cette maladie qu'on est en train de dire, on parle de fil, on va revenir toujours en archéologie. Et donc, à un moment donné, il voit sur la droite trois voitures, tu vois, trois américaines, et il voit à peu près 5, 6 des gens habillés en chapeau, costume noir, ben, tu as vu le classique. Mais lui, il en voit 5 ou 6 avec trois voitures. C'est pareil en même temps. Bon, moi qui l'ai vu en vrai, je veux dire, je comprends un peu, je visualise qu'il a vu ce garçon-là, parce que je l'ai vu en vrai. Bon. Et à un moment donné, il y a comme un type qui lui barre la route, tu vois, donc il freine, et là, il a un flash. Il ne se souvient plus de rien. La seule chose dont il se souvient, c'est qu'il a fait un accident. Tu vois, attends, je vais vous dire l'accident. Incroyable. Il a fait un accident et il se retrouve titubant, en plein froid, évidemment, on est dans les montagnes. Sur la route, lui manque une chaussure, une chaussette, limite, dévêtu, tu vois, pour rester, bon, tu comprends. Il se demande qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qui s'est passé, il ne comprend pas, il n'y a plus rien. Bon, tout a disparu. Donc, il a son téléphone portable, il appelle ses parents qui viennent, mais il y a un accident. Donc, les pompiers viennent, la gendarmerie, il y a un accident. Mais c'est là où ça commence à devenir troublant. L'accident qu'il fait, même le rapport, c'est-à-dire, tu as vu de gendarmerie, tu as vu le constat, et des pompiers, ils n'ont jamais vu ça. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit que sur une ligne droite, il fait un gros coup de frein. Vous êtes avec moi? Il fait un coup de frein et on voit sur l'asphalte, on voit la gomme des pneus qui dessine une allée, on va dire, une allée, d'accord? Les quatre pneus. Bon. Sauf que au même endroit, il y a la même gomme de pneus qui dessine la gomme de pneus comme s'il avait fait un freinage de l'autre côté. Donc ça dessine une croix. Comment tu peux freiner dans ce sens-là et après repartir, lever une voiture et refaire un coup de frein de ce côté-là? Tu peux me l'expliquer, toi? Regarde. Donc déjà, toi, ça commence, c'est bizarre, hein, pour être honnête. Bon, voilà. Et donc, ça se passe, et puis bon, elle lui dit, sa maman lui dit, Johan, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens? Alors, elle lui dit ça, mais tu sens que il ne veut pas tout lui dire à sa mère. Tu vois? Tellement, je pense qu'il a eu peur, machin, il a vécu autre chose, mais il n'a pas voulu lui dire tout de suite, c'est normal, c'est humain, toi. On ne sait pas l'approche des parents, comment ils vont dire que j'ai fumé ou n'importe quoi, une connerie, évidemment. Bon. Et à un moment donné, elle lui dit, mais c'est quoi cette petite pierre, ce petit caillou noir que tu as dans les poches, là? C'est bizarre parce qu'elle dit, je l'ai retrouvé dans ta poche le jour où tu avais cet accident. Et il lui dit, non, c'est mon caillou, je l'ai pris dans l'OVNI, qu'il lui dit, tu vois, je l'ai volé dans l'OVNI, ce caillou, il était posé sur une table dans l'OVNI, et je l'ai mis dans la poche, il a à moi ce caillou, et tu ne me le prendras pas. Comment? Qu'elle lui dit, ah oui, et donc tu étais dans l'OVNI. Alors il commence à l'expliquer, et j'ai une brique de souvenir que je me suis réveillé après le flash, où j'étais dans une espèce de chambre, il dit, moi je considère que c'est un OVNI. Tu vois, il dit, je n'ai pas vu de créature, d'identité, ni rien du tout. Hein. Par contre, il dit, il y avait une table, il y avait un petit caillou noir, et il dit, je l'ai pris pendant que j'avais un peu de lucidité de mouvement, et je l'ai mis dans ma poche. Tu vois, voilà, il dit, c'est mon caillou que j'ai pris dans l'autre. Bon, d'accord. Bon, ben, jusque-là, voilà. Et ce caillou, à chaque fois, il ne voulait pas s'en débarrasser. D'ailleurs, je l'ai noté mon précieux. Ah, c'est le cas de dire. C'était vraiment son précieux. Tu vois, ah, c'était ça. Ah, mais c'était vraiment ça. Et donc, à un moment donné, toi, toujours dans l'enquête, donc je parle avec sa maman, tout ça, ça s'est pas fait en 5 minutes, hein, ce que je vous dis. Ça s'est allé, je crois, sur presque 3 ans pour qu'elle me donne tout ce que je suis en train de vous dire. Ah oui, c'est pas, tu vois, pas évident. Et donc, à un moment donné, elle dit à son garçon, de son vivant, elle lui dit, Johan, à chaque fois que je fais une lessive, on en été, tu mets un short, t'as vu, ou voilà, un pantalon. Elle dit, personne ne va te le prendre, mon caillou, ton précieux, là. Mets-le dans ta table de chevet, tu vois, personne ne va te le prendre. Non, c'est mon caillou, il ne bouge pas de moi. Comme ça. Écoute, au bout d'1 an et demi, Johan, en pleine santé physique, cordiste, moniteur de ski, JO, Johan, on lui détecte un cancer, tu vois, un cancer, d'ailleurs que les oncologues ont baptisé le cancer des petites cellules. T'imagines, il a baptisé le tout premier cancer au monde. Tu peux le croire, ça? Et c'est véridique. Tu vois? Et donc, eh ben oui, Johan décède de son cancer, suite, et je le dis, et même sa mère le dit, suite à ce caillou-là, qui devait être sûrement en radioactif, là, parce que c'est un cancer que tu as en radioactivité. D'accord? Tu peux l'avoir si tu veux, il y en a d'autres dans les mêmes formes. Par exemple, ceux qui travaillent dans l'amiante, tu vois, ou évidemment, les déchets radioactifs, ça tout le monde a compris. Bon, mais là, il n'y a pas de déchets radioactifs, normalement, tu vois, c'est un petit caillou noir.
Et, euh, et donc, oui. Et sa mère me pleure dans les bras en me disant, tu vois, José, ils ont tué mon enfant. Ils lui ont mis exprès ce caillou-là dans la poche. Il n'a jamais voulu s'en séparer. Il en était quand même comme possédé, tu vois. Et il a laissé, et il en a baptisé le tout premier cancer. Tu vois, ça c'est dans mon bouquin, ça. Tu vois. Et ça, c'est pas facile hein, qu'on te dit ça, tu vois, qu'une mère te pleure dans ses bras et te dit, ce sont des entités, toi, exogènes, qui ont tué mon enfant. Tu te rends compte de ça? C'est incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Mais parce que je crois qu'en plus c'est une maman, donc déjà je crois qu'elle le sait intrinsèquement. Elle sait ce qui est arrivé à son fils, même si elle n'en a pas la preuve, mais elle sait ce qui est arrivé. Donc elle a dit ça de but en blanc, et je suis certain que ça lui est sorti vraiment de son cœur, de ses tripes, voilà, de dire que c'est comme ça qu'il a disparu. Elle en est convaincue, et de toute façon on pourra jamais lui retirer ça. Ça, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, question que tout le monde se pose. Quid du caillou? Qu'est-ce qu'on a fait du Alors, caillou? j'allais te le dire, je peux vous jurer que j'ai fait de mes pieds, de mes mains, ne serait-ce que pour en avoir un infime morceau. Eh bien, figure-toi que le caillou semble reproduire la même chose, le même état d'esprit avec sa mère. C'est mon caillou, il a tué mon enfant, mais je le garde. Non, mais tu te rends compte, toi? Voilà. Alors, j'irai même plus loin que ça, parce que j'ai étudié, évidemment. Et je me suis dit, mais, donc ce caillou-là, il a forcément un effet radioactif, quelque chose, toi. Et comment se fait-il que les parents ne l'ont pas subi, parce que maintenant, ils ont le caillou, tu vois? Et donc, on pourrait penser, moi, vraiment, je pense fortement, que c'est un caillou qui pourrait, à un certain moment donné, je dirais, développer des ondes ben, nocives, tu vois, mais à un moment donné, il peut s'arrêter. Est-ce qu'on peut le réactiver? Je ne sais pas. Tu vois, mais par contre, il a été activé pendant un moment. Au moment pile où Johan a vécu cette expérience-là avec les Nibs, tu vois, et comme par hasard, tu sais très bien que même la plupart des témoignages, on le sait, tu te retrouves dans une soucoupe d'un ovni ou n'importe quoi, et je vais te dire, quand il y a un objet, ce qui est quand même vraiment rare, normalement, tu as accès à rien du tout, hein, tu es amorphe, tu peux même pas bouger un petit doigt normalement, tu vois, tu peux juste avec la pensée, tu vas dire, vous me faites mal à la limite. Bon, mais là, il y avait une table et il y avait un caillou. Tu vas pas me dire qu'il savait très bien qu'il allait prendre le, tu vois, c'était voulu. Pour moi, c'était prémédité. Et c'est là où j'entends cette maman, comme tu dis. Elle dit, ils me l'ont tué parce qu'elle a réfléchi, ça. Elle s'est dit, mais c'est pas possible qu'ils ont laissé traîner ça exprès pour pas que mon garçon le prenne pas, justement. Tu vois, qu'il le prenne. Et oui. Et il l'a pris et il en est mort. Cause à effet, ce que je disais au début. Ouais, comme quoi, finalement, c'est quand même des canailles, comme dirait Jimmy, hein. C'est vraiment des canailles, et ça, il avait bien compris. Et en fait, on en déduit, on en revient à chaque fois à la même conclusion. C'est tellement vicieux, hein. Je sais que durant les deux dernières interviews qu'on avait faites ensemble, ils sont vicieux, en fait. C'est vraiment, ils aiment jouer vraiment avec, comme un laborantin le ferait qu'une souris voilà, dans son laboratoire, voilà, la faire aller de gauche à droite, et puis pour rigoler, quoi, finalement, pour rigoler, enfin, c'est quelque chose de subtil, et j'en reviens exactement aux menaces que Jimmy a eues, que tu as vécues, etc., et que d'autres vivent aussi, j'en connais, qui finalement un peu jouent de la même manière, quoi. Tu veux aller sur notre terrain, ben on va te faire comprendre que c'est nous qui décidons. Et puis voilà, en fait, on va te faire comprendre que t'as pas intérêt. Mais comme tu dis, quand tu as des gens comme José, vous avez des gens comme José qui sont têtus, certains diraient, et puis ben, d'autres résistants, et jusqu'à la mort, justement. Parce que finalement, bah, si c'est pour commencer, autant continuer, quoi, hein. Je veux dire, si c'est pour se dérober, alors bon, il y aurait plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait se dérober, bien entendu, hein. Famille, je sais pas, moi, emploi, bref. Mais ça, c'est comme ça, c'est quand on a la résistance en soi, c'est jusqu'au bout, bah, bravo à ça. Et voilà, je sais pas si je dois dire bravo, mais en tout cas, voilà, Bah, après, non, pas bravo, mais, mais j'entends ce que tu dis. Dans le sens que, bah, tant qu'à mourir, de toute façon, autant mourir debout, hein. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Tu Ça, c'est ce vois? qui est malheureusement, euh, on nous a tellement endormis sur plusieurs décennies, plusieurs siècles. On nous a tellement endormis, et là plus encore, mais maintenant, justement, ça c'est un autre débat, mais 2025, pour ça, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une généralité dans l'émancipation quand même un peu des mentalités. Les gens commencent vraiment à ne plus gober tout ce qui est dit chez Bouffon TV, hein, pour ne pas les citer, entre autres.
Et puis toutes ces chaînes qui sont exactement voilà, là pour garder cet endormissement de toute façon. Mais encore une fois, libre à chacun de s'ouvrir ou pas, hein. Et ça c'est la destinée de chacun. J'ai envie de dire sauver tout le monde, on peut pas. C'est sauf qui peut, c'est sauf qui veut, moi je dis, hein, voilà. Donc, je sais pas si tu veux encore ajouter éventuellement quelque chose par rapport à... Alors, dans ton bouquin, dans le deuxième livre, tu as quand même beaucoup de thématiques aussi. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais bien un peu nous partager éventuellement? C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. J'en ai mis beaucoup. Bon, je ne suis pas avare, toi, de mes enquêtes de terrain, du tout. Et non, non, non. Alors, après, oui, il y a même d'autres enquêtes qu'on pourra encore citer, évidemment, toi. Mais et il n'y a pas que ça, d'ailleurs, dans ce bouquin-là, parce que j'ai voulu aussi mettre tout le côté, tu sais, le côté propagande, justement, que tu laisses sous-entendre, là, tu vois, par rapport au Merdia, d'ailleurs. C'est toi qui m'avais, hein, Oui. gentiment glissé à l'oreille, celui-ci. Et, tu vois, et donc le fameux Merdia. Et donc, je casse un peu aussi le mythe, tu vois, le mythe des révélations américaines, là, tu vois, les fameux os à ronger, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut le dire, je crois, on a le I3 Atlas, ou je sais plus quoi encore, qui vient de débouler il y a pas longtemps. Demain, on aurait le 4 Atlas B qui va débouler encore, vous verrez, hein, de toute façon, c'est sûr. Le temps que vous regardez ça gentiment chez vous, derrière votre écran, tu vois, eh bien, ça peut durer 1 an, 6 mois. Mais voilà, mais après, vous avez remarqué, le film, il avance toujours avec autre chose, toujours, toujours, toujours. Et au final, eh bien, vous en regardez quoi? Rien du tout. C'est juste une perte de temps monumentale, monumentaux. D'ailleurs, c'est le but, hein, on va pas se cacher à un moment donné. Alors, moi, je désigne un peu tout ça parce que Jimmy le faisait aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jimmy aussi, on va toujours revenir à Jimmy parce que c'est aussi l'émission, parce que c'est le leitmotiv. Donc, on y vient, toi. Et puis, il y a tellement de Jimmy dans ce que je fais, même dans mes enquêtes, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est vrai, toi. Donc, bah, si j'arrive à peu le transmettre, le peu que Jim m'a transmis un petit peu dans mes enquêtes par rapport aux témoignages et tout, déjà, pour moi, ça serait déjà beaucoup. C'est vrai, pour être honnête. Donc le côté propagandeux et que Jimmy, lui, savait très bien discerner, d'ailleurs, avait pratiqué depuis longtemps, parce que il faut savoir aussi que Jimmy Dieu, on parlait aussi d'international tout à l'heure, tu vois, Jimmy aussi était, le meilleur ami de Jimmy était John Allen Hynek du projet Blue Book. C'est pas rien quand même, hein, tu vois, c'était son meilleur ami. D'après ce que j'ai compris, ils allaient tout le temps, parce qu'il habitait Santa Fe, tu vois, ils allaient tout le temps par là-bas. Donc j'imagine que quand tu as comment, un de l'US Air Force, des plus hauts gradés en ufologie mondiale, qui est ton pote, je pense qu'à un moment donné, il doit te donner quand même 2, 3 scoops, hein, 2, 3 tuyaux, hein, pour le coup, hein. Donc, Jimmy était quand même bien pour ça, hein, tu vois. On va pas le cacher, tu vois. Et tant mieux d'ailleurs, hein. D'ailleurs, il y avait beaucoup de jalousie ici, hein, en France. Ses contemporains étaient tous jaloux de Jimmy. Mais comment tu fais, Jimmy? Je sais pas, moi, je vais chez les gens, je vais voir un petit peu ailleurs, tu vois. Et d'ailleurs, ils me l'ont jaloux, c'est tout, parce qu'ils le faisaient pas. Et la plupart des gens maintenant, ils le font toujours pas non plus. D'ailleurs, ce que je fais là, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui le font? Ou alors oui, j'en ai vu quelques-uns. Bon, c'est pas non plus l'âge de nos artères qui fait que, mais ça pèse un petit peu quand même, hein, de temps en temps, parce que l'expérience paye, hein. Nous, on le sait. Moi, par exemple, honnêtement, je le dis en toute modestie, l'expérience, ça s'entend et ça se voit, tu vois. Et j'entends et je vois ce que font les gens, évidemment. Alors attention, hein, il y en a qui font des choses fabuleuses. Il y a beaucoup de gens, voilà, qui sont dans la facilité, je dirais moi, personnellement. Ouais, qui Pas font très du poli. copier-coller, hein, qui font du copier-coller. Ça, c'est quelque chose Ouais, de... c'est vrai que ChatGPT en ce moment, il marche bien. Le copier-coller, ouais, ouais, C'est ça vrai. marche bien. Tu vois. On pêche à gauche, à droite, et puis on fait un Ouais, petit un peu. boubili-boublia. Bon, après, voilà. Bon, faut pas dénigrer, chacun fait ce qu'il veut, c'est vrai. Mais bon, après, à la limite, bon, moi, plutôt à l'ancienne, moi. On m'a appris comme ça. Bon, à l'ancienne, c'est pas plus mal, hein, mais bon, après, ça t'emmène. Les cas que je suis en train d'énoncer, il y en a beaucoup d'autres dedans. J'ai aussi un cas aussi du côté de Paris, à Fontainebleau, pareil, extraordinaire. Une femme qui fut, d'ailleurs, j'aurais jamais cru tomber sur une enquête comme ça de la vie, comme quoi la vie, le hasard est étonnant. Une femme qui subit carrément deux combustions spontanées humaines à suivre, hein. 2 combustions. Faut les trouver les gens qui survivent de ça quand même, hein, tu vois, à un moment donné. Ah, Alors vous d'accord, allez me dire ok. qu'il n'y a pas de en archéologie, mais il y en a un, mais total, encore, avec l'observation de ce qu'on pourrait dire un MIB. Et en plus, l'a filmé sur sa caméra de sécurité. On le voit, il est en photographie, en plus, tu vois. Mais sauf que il est habillé tout en noir, le personnage. Et alors, c'est là où j'allais dire, le phénomène n'a pas peur du ridicule. Et c'est puissant, ce que je veux dire. Et c'est vrai. C'est là où tu dis que le mimétisme,
il atteint son paroxysme, tu vois. Parce que moi, et je l'ai pas vu tout à l'heure, je vais te dire en 2 secondes, mais quand j'ai vu, moi, mon MIB avec ma voiture qui m'a bloqué dans un petit cul-de-sac en Bretagne, là, il y a 2 ans, et ben, c'est pareil. La voiture n'avait aucun sens. Quand je dis aucun sens, je pensais même pas que c'était possible qu'un véhicule comme, on aurait dit un prototype, quoi. Mais pas un beau prototype fait par un designer, tu sais, un truc classe. Ah non. Le prototype, j'allais dire Lego, quoi, le cube, tu vois. Le truc affreux, quoi. Aucun sens, quoi, tu vois. Genre, le pare-choc devant, pas pare-choc, comment ça s'appelle, le radiateur, le radiateur que j'ai vu sur la voiture, il était plus haut, par exemple, il était plus haut que le pare-brise. Et je me suis dit, mais déjà la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment il fait pour voir la route si le radiateur il est plus haut que le pare-brise déjà d'une. Donc quand tu dis ça aux gens, ah, c'est bon, il avait un livre, lui, puis le radiateur il était plus haut sur la voiture, il raconte des conneries. Et c'est là le piège que j'ai remarqué. Et tout le temps. Et c'est ça. Et quand tu vois le mythe de cette femme-là de Fontainebleau, tu vois, et qu'elle dit qu'elle a vu ça, et quand tu vois la photo, tu vois que c'est un bib. Mais le truc qui va te faire rigoler, par exemple, et c'est voulu, c'est ça que je veux dire, c'est voulu, intentionnellement voulu, eh bien, il a comme un masque d'éléphant sur la tête, comme si d'éléphant man, carrément. Bah oui, tu vois un MIB, tu t'attends pas à ce qu'il ait une tête d'éléphant, réfléchis. Toi, tu te dis, c'est quoi cette connerie-là? Alors que, suite à ça, elle fait quand même 2 combustions spontanées humaines sous sa douche. Non, mais attends, sous sa douche, elle a une jambe qui commence à prendre feu. Enfin, je sais pas, mais, tu vois, suite à ça. Imagine, c'est des trucs de fou, hein, non? Et donc, elle a survécu à ça, ça c'est intéressant, ça. Ouais, et c'est là où c'est intéressant. Tu vois. Et d'ailleurs, j'ai toute une théorie, mais bon, il faudrait plus d'une émission pour l'expliquer encore. Et dans ce créneau-là, j'ai toute une théorie où j'explique pour moi ce qu'est une combustion spontanée, ce qui pourrait l'être pour moi, et Intéressant, ça. ça n'avait jamais été vraiment fait dans ce sens-là. Alors, je cherche pas le scoop, hein. C'est plutôt que j'ai vu ça. Et cette femme-là m'a donné l'occasion de le voir avec elle. On l'a étudié. Je suis allé chez elle, toi. Elle me l'a expliqué. Et j'ai compris que finalement, ça pouvait être vraiment, pas vraiment ce qu'on nous a dit non plus, les combustions spontanées, tu vois. Des femmes qui sont alcooliques, qui ça se passe en hiver et il y aurait soi-disant une réaction chimique, etc., etc. Alors ça arrive Mais c'est une apparemment. éponge, quoi. Comment? C'est une éponge imbibée d'alcool, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est C'est une ça. torche. C'est La ça. torche humaine, quoi. Ouais, mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe N'importe quoi. quoi. Mais bon, pourquoi pas. Mais tu vois. Après, oui, il y en a tellement à dire. J'en dis un peu quand même, pas mal. C'est vrai, dans le premier bouquin-là. Dans le deuxième, c'est vrai qu'on n'a pas tout dit, on l'a seulement survolé. Mais le côté mutilation animale, c'est pas que ça non plus. Il y a Non. encore plein de choses derrière. Il y a des maladies que j'ai découvertes qui n'existaient pas comme par hasard avant. Et pendant cette vague, il y a des maladies qui sont arrivées sur des lapins, tu vois, et qui sont partis aussi vite qu'ils sont venus. Même les, j'allais dire scientifiques, les vétos ne se l'expliquent pas, imagine, tu vois. Donc, il y a trop de coïncidences qui font que il y a plein de choses, toi, derrière. Et j'explique tout ça en amont, et puis surtout, je présente beaucoup d'enquêtes, toi. Et c'est là où c'est intéressant, notamment une créature qui est filmée aussi avec un appareil de détection, j'allais dire de chasseur. Tu sais, quand tu passes devant comme un halogène, là, quand En ça prend infrarouge, en ouais. photo, là. Voilà, et bien, cette femme-là qui habite comment, à Signes, dans le sud de la France, là où a été tourné d'ailleurs le film avec de Claude Berry, Manon des ours, par exemple, elle a eu ses lapins le soir même vidés de son sang. Tu vois, elle l'a retrouvé dans la cage, et le lendemain, elle regarde son truc photographique, et devant le porche où tu dois passer derrière pour aller au lapin, justement, les tuer, hein, eh bien, tu vois une espèce d'entité, un espèce de gris avec des pinces et tout, qui passe à ce moment-là. Regarde. Incroyable. J'ai des cas, des tonnes de cas comme ça. Une autre aussi en Bretagne, par exemple, où elle le filme, elle sort en robe de chambre parce que son chien, toi, il gueule et dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Elle va voir dans le jardin dehors, elle sort, on est en été, il fait beau, toi. Elle va dehors et qu'est-ce qu'elle voit? Une espèce de grosse sphère verte, tu vois, qui est au-dessus du clapier. Elle part, toi, au même moment, elle commence à partir, elle sort son téléphone, elle a le temps de prendre une photo, tu vois, en rapidité. Elle part la machine, elle va vite vérifier ses lapins parce que c'est souvent, ce qu'il faut dire, c'est des bêtes domestiques. D'ailleurs, c'est que, je vous le dis, hein, moi, ce que j'ai trouvé, je n'ai jamais trouvé n'importe quel animal mutilé en EMA, je dirais, dehors, des bêtes sauvages. Non, ce sont que des animaux domestiques qui sont visés. Vous voyez? Et donc, cette femme-là, elle va voir donc ces animaux domestiques, et comme par hasard, toujours le même process, coupé en deux, vidé de leur sang. Et donc, j'ai cette photo-là, ce témoignage-là, cette sphère, cette créature, j'en ai encore plein d'autres, tu vois, des espèces de, on pourrait dire, moi je vais le dire maintenant, bon, même si, voilà, je vais le dire avec beaucoup de pincettes, mais quand même, je pourrais dire
un genre de Chupacabra, mais à la version européenne, on va le dire. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Chupacabra là-bas à Porto Rico, parce que d'ailleurs, et bon, il ne verra pas, mais sinon je faisais un coucou à mon ami Georges Martin Miranda, grand ufologue puertoricain qui nous a appris le Chupacabra, c'est lui, donc c'est un ami, et un collaborateur à moi. Donc je lui ai dit, Georges, toi, est-ce que tu penses que ça pourrait être un Chupacabra? Et il me dit non, ça n'a rien à voir avec ce que nous on a à Porto Rico. Et par contre, il me dit le procédé, comme tu dis José, c'est vrai, c'est le même que nous, tu vois. Parce que le truc, nous, ils ne volent pas, il a été observé, la créature que je vous parle. Hein. Et c'est toujours la même, hein, celle qui est photographiée. Hein. C'est toujours la même parce que j'ai plusieurs témoignages, là, tu vois, qui est observé. C'est vraiment celle-ci ou, en général, une sphère. Voilà. C'est ça dans les deux cas de figure, tu vois. Et notamment, d'ailleurs, pour en revenir à Georges Martin Miranda, c'est quand même une pointure, ce homme-là, parce que, mine de rien, alors, certes, c'est un ufologue de la première heure, il a un certain âge, donc de terrain. Il nous a appris le Chupacabra, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut savoir, pour justement les puristes qui nous écoutent, qui ont vu comment le film The Arrival 1 et 2, tu vois, c'est donc du SETI, là, tu vois, un Arecibo, à l'époque, c'est basé sur ses travaux personnels, avec justement les grilles, tu sais, en forme humaine qui sont sous la terre, le fameux film, c'est basé sur ses travaux, hein, à ce moment-là. Donc je veux dire, lui, c'est un dark ufologue de la première heure. Donc entre dark ufologues, on est très très peu dans le monde, on arrive quand même à synchroniser à un moment donné, à partager nos travaux. Tu vois, c'est important. Voilà. Mais bon, c'est pas la même chose, mais c'est le même procédé. J'adhère complètement à cette dark UFO là. Alors quand je dis adhère, encore une fois, c'est pas que je souhaite que ça existe, c'est simplement que je considère que l'ufologie c'est ça en fait, et rien d'autre quoi. C'est pas l'ufologie qu'on nous présente, voilà, comme tu dis dans les bouquins, voilà. Non, non, c'est tout ce qu'il y a de plus dark, c'est bien ça. Et il y a absolument pas d'histoire de bisounours là-dedans. L'ufologie, cette ufologie-là, il faut la considérer et il faut l'acclamer haut et fort, en fait, parce que tout simplement, bah, c'est comme ça qu'on arrivera à mieux comprendre d'ailleurs certains phénomènes. Et c'est ça aussi que j'adore dans ton travail, en tout cas dans ta démarche, eh ben, c'est d'aller, comme Jimmy le faisait, d'aller sur plusieurs terrains, d'aller sur tous les sentiers, et finalement de trouver des corrélations, des corrélations, pardon, des analogies, et puis surtout, voilà, c'est comme ça que l'enquête ne peut qu'avancer en fait, et pas en restant dans son petit, dans son petit cadre, sous coupe, voilà, tous les boulons, comme on dit souvent, hein, ça c'est tout le truc. Voilà, il est temps d'arrêter tout ça, quoi. Parce que l'ufologie, ben, pour le lambda, finalement, ben, ce n'est que ça. Ce n'est que une soucoupe, ce n'est que des petits extraterrestres, des petits bonshommes verts, machin, qui viennent de Mars et qu'on sort, et ça s'arrête là, point à la ligne. Mais on le sait très bien, c'est bien plus complexe, et c'est ça que j'adore, c'est ça qui est excitant, finalement, dans cette étude-là, et elle est à considérer avec grand sérieux parce que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent justement, comme tu viens d'expliquer, dans des situations bien plus glauques qu'on ne le pense. Et voilà, en plus, je pense que c'est aussi une forme d'hommage, d'écoute, de soutien à toutes ces personnes qui sont victimes de tous ces phénomènes. Et qui sait, ça peut arriver à l'un d'entre nous du jour au lendemain. Et le jour où ça arrivera, eh bien là, on dira, tiens, voilà, j'ai vécu ça. Et bonne chance pour vous faire écouter, comprendre, croire aussi. Enfin bref, c'est un cauchemar finalement que ces personnes vivent. Hein. Bon, le pire dans ce que tu dis, c'est que on subit, ça je le constate tous les jours, on le subit. Tu vois, c'est ça le problème. On le subit. Alors, le côté résistant, certes, mais il faut vraiment être résistant dans tous les cas de figure, je le dis, parce que c'est compliqué, vraiment. Et pour les gens qui le vivent, pour les gens qui l'étudient aussi, tu vois, et puis même le partage. Mais c'est important, voilà. C'est important de partager, de le montrer. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fera un flop. D'ailleurs, moi, je n'ai aucun souci avec ça, tu le sais. Hein. Mais peut-être que demain, les gens auront compris ce que je suis allé chercher, ce que je suis allé vous montrer. Et ça sera peut-être un gain de temps quand même. Parce que je pense que un futur peu agréable, comment on dit, un formidable. Moi, je le dis comme ça, formidable, parce que tu le disais tout à l'heure, tu disais, ils sont quand même sournois. Comme il disait Jimmy, des canailles, hein, des canailles. Mais les canailles, mais c'est parce que c'était son terme, et puis c'était un homme qui aimait pas trop les noms d'oiseaux, toi, voilà, ils étaient quand même gentils quelque part. C'était des noms à nom d'auteur, tu vois. Nous, on serait beaucoup plus méchants que ça, en vérité, tu le sais. Hein. Moi, je le suis d'ailleurs, tu vois. Quand je dis que j'ai vu ce MIB, la première chose, tu sais, je vous le dis, hein, la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu ça, parce que c'était un traquenard hein, pour moi, c'était un piège quand j'ai vécu ça. Là. La première chose, j'ai repensé à ma petite soeur. Je vous jure que c'est la vérité. J'ai repensé et le coup qu'il lui avait fait, limite une crise cardiaque, en lui mettant deux cadavres dans une voiture. J'avais envie, je te jure,
de lui casser la gueule, l'expression est, tu vois, est faible. Et quand j'ai approché de la voiture, et là je le dis, allez, vous ne pouvez pas le dire, c'était dans le bouquin, mais à la limite, je le dis maintenant. Quand j'ai approché de la voiture et que j'ai vu que c'était un livre, il avait un petit chapeau mou et compagnie, tu vois, ce qui m'a choqué, je vais vous le dire, ce qui m'a vraiment choqué dans toute cette histoire-là, ce que j'ai gardé, mais j'ai fait des cauchemars par la suite, hein, en mauvais souvenir, c'est que quand j'ai vu son visage, il n'avait pas de yeux. Il n'avait pas de yeux. Alors là, c'était un film d'horreur total. Il n'avait pas de yeux. Alors, quand tu vois ça, alors tu te dis c'est un mythe, bah, ça existe ou ça n'existe pas, à la limite, bon, pourquoi pas, hein, c'est vrai, même nous en tant qu'ufologues, des fois, on peut se remettre en question en se disant, tiens, il y en a qui racontent des cracks, ça peut arriver malheureusement encore, et ben là non, quand tu l'as en face de toi et que tu avances et que tu regardes et que le gars n'a pas de yeux, tu te dis, mais c'est quoi qu'il y a dans la voiture? Qu'est-ce que c'est en fait le vide? Tu vois, c'est ça le suis libre. Qu'est-ce que c'est que le vide? C'est quoi? Il interfère dans nos rêves, il vient nous kidnapper dans nos rêves, ou alors c'est des cauchemars, mais c'est la réalité. Il nous envoie un message en disant, tiens, il y a peut-être un futur contact, inconsciemment, achète-moi une caméra, mon grand. Tu vois, et puis moi, j'achète la caméra parce que je sais pas, je me dis, bon, peut-être pourquoi pas, et ça arrive. Tu vois, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, hein. C'est difficile d'être jugé parti quand tu es darkupologue. Mais de temps en temps, j'essaye de le faire quand même. C'est compliqué, tu vois. Parce que si je le fais pour moi, je sais que je le fais pour les autres. Tu vois, comme tu dis, dans la compréhension, c'est surtout ça le plus important pour moi. Et j'en parlais avec un ami justement ici en Thaïlande, toi, et on en parlait de ça. Et il me disait, toi, je sais pourquoi tu fais ça. Eh bien, je le fais parce que, et en toute honnêteté, et j'espère que ça va ressortir aussi dans ton émission, je le fais vraiment avec mes tripes, avec mon cœur. Il n'y a pas de masque. J'ai pas de faux semblant. Moi, je vis réellement les choses dans ma vie, tu vois, avec les gens. Quand une mère, une maman, comme tu disais tout à l'heure, ou X ou un tel, vient et te pleure dans les bras, moi, je suis quand même une personne étrangère, faut quand même, comme tu le dis, faut quand même faire une putain de confiance à une personne pour te dire, à toi, ils m'ont tué mon gamin et je te pleure dans les bras. Ou alors, mon mari est décédé suite à cet avertissement et il en est mort des suites de ses cancers. Et, tu vois, c'est compliqué quand même à un moment donné. Mais si je ne le fais pas, si je ne le fais pas, dis-moi qui le fait. J'ai remarqué autour de moi. Moi, si je peux arrêter demain matin, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est si je ne le fais pas, j'ai remarqué que personne ne le fait. C'est vrai, personne ne le fait. Tu vois, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce degré-là de dark ufologie, personne ne le fait. T'es d'accord? Parce que je parle beaucoup de morts, il y a beaucoup de morts, beaucoup de maladies, tu vois, incompréhensibles ou alors compréhensibles sur le coup, mais tu vois, après, cause à effet. C'est ça que je vais expliquer quelque part. Et j'expliquais ça à mon ami, c'est que en dark ufologie, beaucoup de cancers. Beaucoup de cancers. Tu vois, des gens qui ont approché un ovni de plus ou moins près, tu vois, comme ça, dans les 6 mois, déboulent avec un cancer. Alors, ça peut être un cancer de la peau, bien souvent d'ailleurs, ou d'autres formes de cancer. Mais tu vois, c'est tout le temps des cancers ciblés, j'ai remarqué. Tu vois, alors que ces gens-là ne fumaient pas, par exemple. Tu vois, donc ils ne pouvaient pas forcément avoir des antécédents sur le tabac. Ou, comme tu disais, une personne plus ou moins alcoolique par rapport au. Hein, on l'a dit tout à l'heure, bon, aux questions spontanées. Bon, regarde, et bon, tu n'es pas obligé d'avoir une cirrhose du foie, même si tu bois comme un alcoolique, avant de le dire comme ça. Mais c'est vrai, ça c'est plus, toi. Eh bien, moi, les cas que j'ai annotés, c'était tout le contraire de ce qu'ils étaient des gens ou des abus qu'ils pouvaient avoir dans leur vie. Tu vois, c'est ça. C'est là où tu te dis quelque part que l'objet, donc ce phénomène, tu vois, a interféré avec la personne, et c'est là où je reviens sur les canailles. Tu vois, le parallèle, tout de suite. C'est que c'est pire que les canailles. J'ai l'impression, comme tu l'as dit tout à l'heure, on dit souris de laboratoire, je dirais même grenouille à disséquer. Je dirais même, moi maintenant, des tests. On fait des tests à des gens. On leur fait croire que, tu vois, et au final, tu n'es rien du tout qu'une pauvre petite grenouille mangale disséquée, à un moment donné. On va te faire une forme de cancer, on va même t'en inventer une autre qui n'a jamais existé. Tu vois, pour le coup, tu vois, et c'est tout. Et nous, de l'autre côté à nous, il n'y a pas de sens. Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre gamin-là ou cette pauvre femme-là? Tu vois? Mais pour eux, ça a beaucoup de sens pour eux, je te le dis, moi. Pour ces gens-là, il y a beaucoup de sens. D'ailleurs, c'est le sens de leur vie, c'est leur vie, c'est leur kiff, ça, de te faire du mal. Tu comprends? On en est là. J'en suis là. Ben, en tout cas, José, je sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose, mais merci en tout cas pour ton intervention assez complète comme d'habitude, hein. De toute façon, vous l'avez compris, chers auditeurs, José, si vous le découvrez aujourd'hui avec cette vidéo, José a toujours quelque chose à raconter. Et mon Dieu, je crois que c'est un peu l'Indiana Jones des temps modernes, en côté ufologique, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il aurait, mon Dieu, bah, encore beaucoup de choses à nous partager. Et de toute façon, tu le sais très bien, tu reviendras quand tu veux, hein, José, à l'occasion. En tout cas, là, on a l'occasion d'avoir enfin une bonne connexion, mon Dieu. Et donc, c'est vrai que, voilà.
voilà, on peut enfin suivre et bien te dire de manière fluide et passionnante parce que c'est vrai que c'est malgré tout, malgré la sombritude, même si ça n'existe pas, l'obscurantisme de tout ce qui en ressort finalement de toutes ces histoires, c'est quand même quelque chose d'excitant. On aime bien tout ça, on aime bien ce genre de, on aime bien un peu se faire peur. En plus là, on vient de quitter justement un peu la période d'Halloween entre guillemets. Voilà, en tout cas, non, non, c'est bien au-delà de ça. Là, on en rigole, on pourrait le mettre comme ça en caricature, mais c'est bel et bien des faits qui existent. Et il est important, comme dit José, comme je le dis à chaque fois, d'écouter tous les témoignages, d'écouter toutes les personnes qui vous confient ce genre de témoignages, parce que ce n'est pas facile en France, en Belgique et dans tous les pays du monde actuellement. Alors dans tous les pays du monde, c'est peut-être pas vrai, mais dans certains pays, c'est facile. Mais dans des pays comme les nôtres, en tout cas, on le sait très bien, il est très compliqué de se faire écouter, de se faire entendre. Et José, ben, ça aussi, je te remercie au nom de tous les témoins que tu as eu l'occasion d'interviewer, d'enquêter aussi. Tu es quand même quelque part l'oreille que ces gens n'auront jamais en fait. Parce que actuellement, eh bien, on le sait très bien, l'important c'est d'avoir un frigo rempli, d'avoir un salaire, d'avoir ses factures, d'avoir ses petites vacances et compagnie. Et tout ce que tu fais, bah, finalement, les gens s'en foutent en fait complètement. Faut bien le dire. Mais voilà, il y a des personnes bah, alors justement, José, moi j'ai envie de te dire, est-ce que tu lances encore, est-ce que tu lances encore un appel? Est-ce que tu acceptes encore des nouveaux témoignages? Ou est-ce que tu commences un petit peu à ralentir? Comment ça se passe si les gens veulent te contacter éventuellement? Bien sûr, mais ils peuvent me contacter sur les réseaux, tu sais bien, si l'envie, le cœur, voilà, il y a une demande de ce côté-là, il n'y a aucun souci, hein. Bien sûr. Mais non, non, ah ben, je continue. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un résistant, dès l'instant où on le proclame, ben, il faut montrer qu'on l'est de toute façon. Et donc je continue parce que ce n'est qu'exponentiel. C'est exponentiel. Là, aujourd'hui, je suis en Thaïlande, et voilà. Donc, toi, c'est exponentiel. Ça n'arrête pas. C'est partout, c'est mondial. Je viens chercher des confirmations que j'avais déjà chez nous en France ou en Belgique, tu vois. Mais c'est un autre procédé, c'est différent. Alors, c'est des coutumes différentes, c'est sûr, tu vois. Mais on retrouve encore ces fameuses petites crapules. Peu importe, le déguisement, le masque change, mais les créatures qui sont derrière sont, moi je vous le dis, sont tout le temps les mêmes. Peu importe. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont appeler ça des devas, des anges, des chérubins, des ce que vous voulez. Aucun problème. Aujourd'hui, il est gentil, mais demain, il est méchant. Je vous le dis, c'est malheureux, c'est binaire. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. De toute façon, dans n'importe quel sens, quand il vient, parce qu'il vient prendre ces ordres, il vient prendre quelque chose de nous tout le temps, même sur des animaux ou sur des humains, bien sûr. Eh bien, peu importe. Si vous êtes religieux, il va se servir de la religion pour acquérir ses fins. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, dès que vous avez un petit tempérament rebelle en vous disant, bah non, je ne veux pas, eh ben, il va venir sous une autre forme beaucoup plus agressive. De toute façon, peu importe. Quand ils ont décidé de venir chez vous, de récupérer quelque chose, ils le feront. Ça, c'est une constatation. Alors, je ne vais pas terminer comme ça, bien sûr, mais le côté positif, c'est-à-dire que si j'aurais un côté positif, voilà, j'allais dire, aimons-nous les uns les autres, c'est malheureux, mais tu vois, dans les temps qui courent, essayons d'être un peu plus proches, tu vois, d'avoir, comme tu dis, une écoute, d'essayer de se respecter, c'est déjà important pour moi. Et puis voilà, ça peut que décoller vers du positif quelque part, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, moi, quelque part. Je garde quand même une positivité de tout ça, hein, mine de rien, ça paraît pas. Voilà, malgré que c'est obscur, mais il faut quand même le montrer. Voilà, moi, je le dis, il faut vraiment le montrer. Comme tu m'as dit, il faut le montrer, ça. Il ne faut pas le cacher. C'est tellement caché, c'est tellement caché. Là, ce qu'on est en train de dire là, j'ai connu tellement d'amis qui sont à la télévision alors qu'on a commencé ensemble, c'est la vérité. Alors, je ne cherche pas du tout à la télévision, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. D'ailleurs, pas vu à la télé, moi, hein, et puis j'en suis fier. Parce que eux, ils ont retourné leur veste, mais moi, je suis encore là chez Alexis. Et je suis même plutôt fier d'être chez Alexis que où vous êtes maintenant, les gars, hein, et mesdemoiselles, à la télé là-bas. Vous vous rappelez quand on en parlait? Eh bien, moi, je suis là. Mais par contre, moi, là, je suis là. On est là, Alexis. Exactement, exactement, José. Et de toute façon, comme je dis à chaque fois, en parler, c'est quelque part déjà l'exorciser en même temps. C'est aussi déjà aussi dire, on n'a pas peur, on sait qui vous êtes, on vous connaît, vous nous connaissez, pas de problème. Mais voilà, on continuera encore et encore
Ce n'est que le début, d'accord, d'accord, comme dirait la chanson. Voilà. En tout cas, José, grand merci d'être venu. Alors d'être venu, en tout cas virtuellement. J'espère qu'on aura l'occasion de se serrer la pince. Hein. Alors pas la pince d'IB, parce que ça c'est autre chose. Mais voilà, qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Voilà, ma foi, on n'est pas très très loin. Et donc en tout cas, je te souhaite les bonnes enquêtes. Alors est-ce que tu veux vite nous parler Alors, je mets, un petit pour échantillon? l'instant, quand c'est pas terminé, en général, je préfère pas en parler maintenant. Mais j'aurai l'occasion de parler chez toi si tu m'invites, évidemment. Bien Oui. sûr, parce que j'ai mon troisième bouquin qui devrait sortir avant les fêtes, donc incessamment sous peu. Eh ben, tu Et viendras avec ton puis, troisième bouquin à ce moment-là. voilà, et donc on prend un autre thème. On est toujours en archéologie, hein. Mais donc, normalement, le titre, c'est les planificateurs invisibles et les rejetons du paradis. Tu vois, donc à un moment donné, on en est là aussi. Et ça peut se retrouver aussi en archéologie avec des témoins, ce que je viens de dire. Beaucoup, d'ailleurs. J'aime ce titre, merci beaucoup. En tout cas, grand merci José, encore une fois. Bonne fin de séjour en Thaïlande. En tout cas, bonnes enquêtes à toi. Et écoute, que du bon. Voilà, un bon retour parmi nous. Quand tu veux, tu es toujours le bienvenu. Et vraiment, encore une fois, surtout à nous deux, on va dire merci à Jimmy. Parce que voilà, c'était contre toute attente, mais voilà, j'en ai des frissons, j'ai la biche comme on dit à Bruxelles. Voilà, donc grand merci à toi, Jimmy. Hein, je sais que tu nous entends, puisqu'on a, on n'a pas arrêté de parler de toi aujourd'hui, donc voilà. Donc c'est avec grand honneur que je te reçois aujourd'hui, mon José, et vraiment, voilà. En tout cas, on va se souhaiter une bonne fin de semaine, ou en tout cas un bon début de lundi pour certains, puis une bonne semaine, et puis on se retrouve pour la semaine prochaine pour une autre émission. Vous le savez très bien, chers auditeurs. N'oublie pas de liker, d'aller voir aussi le groupe d'archéologie de José sur Facebook si vous l'avez. Hein. Et donc voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine de toute façon, comme d'habitude. À tout bientôt, ciao ciao. Salut!